c'est pas un aha moment où tu réalises genre que c'est il faut pivoter, tout est là. Ouais. C'est une réflexion qui est longue, puis c'est gris, puis ça vient doucement, puis on prend des micro-décisions qui tournent doucement à l'entreprise, puis une manière on est comme on vient de faire un pivot. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Anthony Blais, co-founder et CEO de Elia, une plateforme de workplace management qui combine hardware et software. On parle de leur gros pivot, de prendre des décisions critiques au financement, aux produits quand ta survie en dépend, donc de te mettre en mode wartime CEO ou founder mode. On parle de founder marketing, de périodes personnelles un petit peu plus tough, de l'industrie en général, du workplace management, d'avoir un moat qui vient du hardware, donc une défensibilité, un avantage concurrentiel et de plus encore. C'était une solide convo avec un solide founder, puis j'ai vraiment hâte de voir où leur fusée va se rendre. Alright, on passe au show. Let's go! Anthony Blais, bienvenue sur Ça se passe. Merci Frank pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Pour les gens qui ne te connaissent pas déjà, en rafale, ton nom, ton titre, puis ton background, genre quel genre de moineau on a là? Ouais, donc Anthony Blais, cofondateur et CEO de Elia. Puis en fait, moi j'ai un background, j'ai étudié en génie physique à l'Université Laval, fait que je suis ingénieur de formation. Puis c'est pas mal ça, j'étais un gars de l'Abitibi, je déménageais à Québec pour les études, puis là ça fait 10 ans que je vis ici. Là. Malade. Ouais. Moi, mais côté de ma mère, on vient tous de l'Abitibi. C'est vrai? Ouais. De où, hein? À Relais. Relais. Ah ouais, c'est cool, je connais. Ouais, c'est profond. Hein. Il y a plus grand-chose à Relais. Je suis jamais allé, gros. Genre quand j'étais petit. Anyway. Fait que Elia, que tu as mentionné. Ouais. Pitch d'ascenseur brièvement pour qu'on catch, c'est quoi le produit? Ouais, fait que dans le fond, Elia, c'est une plateforme de gestion des espaces de travail. On s'adresse aux entreprises moyennes, grandes entreprises. Puis grosso modo, ce qu'on fait avec Elia, on permet aux entreprises d'optimiser leurs espaces de travail, le pied carré, améliorer l'expérience employée aussi. Okay. Puis tout streamline les opérations d'un espace de travail. Fait qu'on s'en rend pas compte, mais dans des entreprises d'une certaine taille, il y a des trucs qui doivent rouler. T'as des bris de matériel, t'as des services qui sont offerts, t'as toute la sécurité aussi autour de l'espace de travail. Fait que nous, on vient vraiment streamline ça là, avec une seule et unique plateforme. Malade. On va creuser pour tout comprendre un peu ce que ça fait en détail, mais je veux que tu me balances une couple de chiffres pour qu'on positionne dans l'espace-temps croissance de ta business. Ouais, fait que dans le fond, on a lancé officiellement là, la plateforme en janvier 2023. Puis qu'on est quand même rendu avec on a une forte croissance. Là, on a levé une ronde en septembre dernier, puis on a déjà triplé le AR depuis. On est rendu avec 150 clients à travers le Canada. On a closé, on est rendu avec 2 clients aux États-Unis, dont un qu'on a closé aujourd'hui. Fait que, yes! Très cool. Fait que ça, c'est quand même cool. Tu sais, au niveau, nous, des chiffres rapidement, là, client moyen, c'est à peu près un 12 500 DR. Sinon, c'est ça, cette année, on vise faire 1 million de nouveaux AR. Nice. C'est notre objectif. Puis next year, 2 millions de nouveaux AR qu'on veut ajouter en top de ça. Fait que nous, ce qu'on vend à nos investisseurs, c'est vraiment $1 d'investissement marketing-vente égale $1 d'AR. OK. Donc, cette année, on investit 1 million. L'année prochaine, on va investir 2 millions. Ouais. Fait que c'est un peu là qu'on est rendu en termes de croissance. Staff, la team, ça ressemble à quoi? On est rendu pas loin de 25 dans l'entreprise. Mostly à Québec ou quand même un peu distribué? C'est, je dirais, moitié-moitié. Québec-Montréal. OK. On a quelqu'un aussi à Gatineau. Une personne à Gatineau, on a un dev à Gatineau. Puis sinon, l'équipe de vente est beaucoup à Montréal. Puis l'équipe produit est plus à Québec. OK. Mais là, tu as mentionné comme que Elia a lancé vraiment plus début 2023, fin 2022, début 2023. Ouais, janvier 2023 officiel. Je dirais on arrête 2-3 clients bêta à fin 2022. OK. Mais genre lancé 2023, là, janvier 2023. Mais votre journey entrepreneuriale à toi et tes co-founders, ça a commencé avec une compagnie qui s'appelle Giphy. Exact. G-P-H-Y. Ouais. Qui me faisait toujours penser à Giphy. Ouais, tout le monde dit ça. Malheureusement, c'est pas une bonne blague, mais bon. Ouais. Ça, puis ça, c'était genre way back, là, c'est genre 2018 à la base? Non, 2019. Ben, on s'est incorporé en décembre 2018, là, mais vraiment, on est encore aux études, dans le fond. On finissait notre bac de génie. Puis, dans le fond, avril 2019, on a commencé vraiment temps plein là-dessus. Là. Parfait. On va pouvoir creuser dans la partie Giphy
dans les prochaines questions, mais je le sais, moi, for a fact, que le bout Elia, le moment Elia, ça représente quand même un pivot important pour vous qui passe du hardware à du hardware et du software. Exact. Puis on dirait que clairement avec les stats que tu viens de nous dropper, que c'est ça qui a comme déverrouillé votre croissance, là, un peu, là, qui a genre fait let's go, ça marche. Ouais, vraiment. Puis le hardware, c'est plus le même aussi. Là. Ça, fait que dans le fond, le hardware qu'on faisait initialement, aujourd'hui, il est sur la glace. Il y a encore des opportunités pour ça, mais c'est du nouveau hardware là, avec du software. Fait qu'on a recommencé, pas de début, là, mais c'était un bon pivot. Puis là, la catégorie, c'est Smart Office. C'est fair d'appeler ça de même ou genre? Oui, dans le fond, on peut appeler ça de même. Nous, on appelle dans le fond, tu sais, quand on regarde un peu la stack technologie là, des entreprises, là, t'as comme au centre, t'as une plateforme de productivité. Fait que Google, Microsoft. Après ça, il va y avoir une plateforme pour gérer les HR. T'as une plateforme pour gérer les IT. T'as une plateforme pour gérer tout ce qui est les ventes, là, HubSpot, Salesforce, ces trucs-là. Puis ce on voit, c'est qu'il y a une nouvelle catégorie de produits qui est en train de se créer, c'est des workplace platforms. Fait que c'est des plateformes qui viennent se greffer à ces autres plateformes-là pour gérer l'espace de travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant, tout le monde est cordé, tout le monde a son bureau assigné, c'est des bureaux qui sont beaucoup plus dynamiques, plus de tech. Fait qu'il y a vraiment une émergence de solutions pour gérer tes espaces, améliorer l'expérience employée, optimiser ton pied carré, puis streamline tes opérations. Là. Fait que c'est vraiment un new market qui est en train de se créer. Là. Puis on va se le dire, dude, workplace management, workplace optimization, ça sonne mieux que Smart Office. Ouais, Smart Office, on dirait que genre j'arrive, ça me dit « Bonjour Dave, veux-tu des lumières rouges? » Exact, ouais. C'est sa maison intelligente, là. Ouais, mais non, c'est pas... Exact. Riche. Ouais, mais c'est pas ça. All right. Ben, man, on va commencer l'histoire un peu à la Quentin Tarantino, là, genre au milieu du film. Là. Ouais. Fait que, parle-moi du pivot. Genre, quelle réalisation vous avez eue puis quel genre de décision vous avez dû prendre pour bouger vers Elia? Ouais, fait que dans le fond, nous, avant Elia, ce qu'on faisait, c'est qu'on a développé un docking station sans fil. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait qu'un docking station, aujourd'hui, ça existe déjà, là, des dockings filaires. Fait que c'est un hub que tu connectes tes écrans, clavier, souris, Internet, recharge. Puis après ça, tu déposes ton ordi dessus, soit il va se connecter ou un fil, puis ça va se connecter à tes écrans, puis tout ça. Fait que nous, on a développé la même chose, mais il se met en dessous de la table, puis il est complètement sans fil. Fait que tu arrives avec ton laptop à ton bureau, tu déposes ton laptop, il va se recharger sans fil. OK. Puis il va aussi se connecter à ses écrans, clavier, souris, tout sans fil. Là, tu pars avec ton ordi, tu t'en vas dans une salle de meeting, tu déposes ton ordi sur la table de la salle de meeting, il va se recharger, puis il va se connecter à l'écran du meeting. Automatique. C'est un peu sci-fi, là. Ah, ça a été quelque chose quand même à développer. Puis on s'est rendu jusqu'à développer le produit, il fonctionne, puis tout ça, puis on est en discussion. Mais le challenge avec ça, c'est qu'il fallait intégrer notre tech directement dans les laptops. Oh, OK, ça, je l'avais pas vu venir. OK. Parce que sinon, ça fonctionne pas. Les laptops, ils n'ont pas la tech nécessaire pour que ça fonctionne. Fait qu'il faut venir vraiment intégrer une puce, là, une chip électronique directement dans le laptop. Puis nous, on est en 2021, fin 2021, début 2022, on est en discussion avec les 5 plus gros manufacturiers de laptops dans le monde. On est allé les rencontrer dans leur headquarter, puis tout ça. Puis février 2022, je vais m'en souvenir, on a reçu back-à-back en genre 3 semaines, 5 emails pour nous dire « Hey, on n'ira pas de l'avant avec le projet, on a d'autres priorités, mais ça serait cool qu'on se reparle en 2024-2025. » Nous, il restait 6 mois d'argent dans le compte, on est comme « On va être mort. » Puis là, il y aurait eu l'opportunité de dire « Bon, on continue, on va lever de l'argent, mais moi, ce qui me gossait de ce modèle d'affaires-là, c'est qu'on est dépendant de 5 joueurs. Si les 5 joueurs n'embarquent pas, ça la business... C'est les Lenovo de ce monde. Exact. Là, HP, Lenovo, Dell, tous ces joueurs-là. OK. Parce que ça, c'est comme on dirait que c'est comme tellement... C'est trop beau pour être vrai, mais il y a comme une puce dans l'engrenage ou une graine dans l'engrenage, puis c'était ça. C'était genre, fuck, man, je suis hooked sur des distributeurs, des manufacturiers, comment t'appelles ça? Des manufacturiers. Bon, je suis hooked là-dessus, puis si ma puce, elle vit pas dans leur matériel, fait qu'ils ont le pouvoir est asymétrique. Ils ont beaucoup, beaucoup de pouvoir sur toi. Exactement. Ouais. Fait qu'il y a un bout, on a essayé de faire ce qu'on appelle du rétrofit, là, fait que faire des cases pour laptop, ça le rendrait, mais il y a tu sais, dans les téléphones, il y a un marché pour ça. Il y a beaucoup de types de cases. Mais il l'a pas dans les laptops. Fait que là, puis là, chaque modèle de laptop est différent. Fait que là, il fallait faire des cases pour chacun des laptops. Ça faisait pas de sens pour une vue business. Les économiques ne marchaient pas. Fait que ce qui est arrivé, grosso modo, c'est que
quand on a essayé de faire ce rétrofit-là, on s'est mis à parler plein d'entreprises à Québec, des grandes entreprises, pour essayer de comprendre, ils seraient-tu prêts à payer pour ça, du rétrofit? Ils seraient-tu prêts à investir pour ce genre de solution-là? Puis ce qu'ils nous disaient tous, c'est, en ce moment, l'espace 13 est en train de changer. Puis on va avoir besoin de données. Puis votre docking station, est-tu capable de récolter de la donnée pour comprendre ce qui se passe dans nos espaces? Voilà. Puis là, c'est là que ça a comme cliqué. Puis on a fait, OK, ben on va switcher. On va prendre une partie de la technologie qui existait dans ce docking station-là qui permettait de détecter quand quelqu'un arrive à un poste de travail. Parce que quand il y a personne, il faut qu'il soit en veille. Quand quelqu'un arrive, il partait. Fait qu'on avait déjà développé cette techno-là. Fait qu'on a développé un petit capteur qu'on appelle Heliospot qui sert à monitorer l'utilisation des bureaux dans un espace de travail. Puis on a développé une plateforme cloud, puis on est parti de même. Là. Après, le pivot. Là. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'autres choses que ça, mais c'est l'histoire du pivot, c'est comment ça s'est passé. D'autres, j'ai le goût de double-cliquer sur le pivot parce que moi, j'en ai jamais vécu de pivot. Ouais. Fait qu'il y a comme un peu du pivot porn, là, que ça m'intéresse, genre, de voir les détails. Puis 2, j'ai l'impression qu'il y a comme une facette psychologique ou personnelle. Est-ce que je viens de catcher ta chose? C'est bon. Je vais continuer. Le délai était excellent, ouais. All good. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup des founders comme toi qui me font le pitch du pivot, puis c'est solide, là. C'est genre, OK, les unit economics fonctionnaient pas, puis on avait genre un point de contrôle avec un fournisseur qui fonctionnait pas, puis il restait 6 mois. Fait qu'on est allé sur le marché, puis on a eu un insight qui nous a fait trouver une nouvelle opportunité à faire, on a développé un nouveau produit, et boum, genre. Ouais. Comme stratégiquement, chronologiquement, tout ce que tu dis, c'est genre, c'est clean, right? Ça fait du sens, ça marche, puis je l'accepte. Mais moi, ce que je me dis aussi, c'est genre, dans l'histoire de Anto, mettons, ça faisait quand même 3 ans, au moins, que tu grindais avec tes boys. Ouais. C'est des co-founders masculins, j'ai assumé. Mais on est 4 co-fondateurs masculins. Puis Pierre-Étienne, puis Hubert. Oui, vous êtes 4. On est 4, exact. Vous êtes 4, c'est bon. Fait que tu grindais avec tes boys pendant 3 ans, puis genre, aviez-vous levé du cash un petit peu? Non. OK. On était... non. Mais quand même, blood, sweat and tears pendant 3-4 ans. Ouais, à pas se payer. Pas une scène. À genre avoir une vision physique d'engineering malade que tu le sais que genre, c'est genre réaliste, là. Comme ça marche, dude. On l'avait dans nos bureaux, là, il marchait. Cette pin-là, qui est comme cette pin-là qu'on a en dessous du pied de notre business qui fait que genre, on va mourir. Ouais. Fait que après, là, c'est bien beau aller sur le market puis se rendre compte que genre, OK, capter de la donnée du workplace, on pourrait avoir le cas. Chris, t'es pas genre brûlé, t'es pas genre écœuré. Qu'est-ce qui fait que t'as le juice de dire, c'est bon, man, on pivote puis on redonne. Tu sais, comment t'as vécu ça, genre? Ouais, ben, il y a plusieurs aspects à ta question, là. C'est vrai, ça. Comment qu'on avait le juice encore de faire. La réalité, c'est quand t'as le bras tellement fort dans le tordeur. Fait que non, on n'a pas levé d'argent privé, mais on avait été chercher des prêts. Qui sont cautionnés personnellement. OK, on sort de l'école, on n'a pas grand-chose, mais si on lâche, on fait faillite. Là. Fait que c'est même pas une opportunité. Là. Fait que continuons jusqu'au bout, juste le plus loin qu'on peut. Ça, c'est un bon point, je l'avais même pas vu de même, mais fair enough. Fait que quand t'as le bras dedans, tu continues. Fait que ça, il y a ça. Puis après, c'est pas, tu sais, souvent, puis j'ai écrit un post sur LinkedIn, genre, il y a 2 semaines là-dessus, c'est pas un aha moment où tu réalises, genre, que il faut pivoter, tout est là. Ouais. C'est une réflexion qui est longue, tu sais, puis c'est gris, puis ça vient doucement, puis on prend des micro-décisions qui tournent doucement à l'entreprise, puis une manière, on est comme, on vient de faire un pivot. Mais ça fait 6 mois. C'est bon. Ça fait 6 mois que le pivot, il se promène. Tu sais, je sais pas. À part c'est que moi, je un point, là. Moi, je le condense narrativement, puis je le dramatise à genre un moment où on a dû faire ce qu'on est all in ou all out. Mais comme tu dis, c'est comme vraiment, ça s'intègre comme dans votre réalité entrepreneuriale tranquillement, puis à un moment donné. C'est ça. Tu prends plein de micro-décisions, puis une année, t'es comme, on pourrait développer ça pourrait nous permettre de faire des ventes pour. Puis il y a une année, il y a un point où on a dit, OK, ce produit-là, on le met sur la glace. Ça, il y a eu cette discussion-là. Mais le pivot était déjà fait. Dans le sens, les micro-décisions étaient déjà prises. On avait déjà commencé à développer la suite. Puis là, maintenant, on est comme, OK, mais là, on dépense de l'argent dans les deux. Il y a une décision, on arrête de mettre de l'argent là-dedans pour l'instant. Là, mettons, je fais un aparté un peu focal, là, tu m'excuseras, mais mettons là, que tu viens chez nous avec genre un tournevis, puis genre un laser, puis ta puce, là. La puce, la fameuse puce que tu me parlais. Ouais. T'es-tu capable de rentrer ça dans mon ordi puis de m'installer, genre, on serait-tu capable de le faire chez nous, mettons? Ben, nous, on l'avait dans nos... on avait des ordis modifiés et ça marchait, là. C'est ça qu'on allait montrer au monde, là. Fait que ça marchait? Oui. Puis là, t'es-tu encore, ça? Ouais, on les a encore. L'utilises-tu encore au moins, genre?
Est-ce que c'est plus le même laptop? Non, on les utilise pas parce que ça reste patenté, là. C'est pas, tu sais, puis le laptop et tout ça. Fait que c'est plus des démos que des ordis qu'on utilise au quotidien. Ah, OK. Ouais. J'essaie de voir s'il y a pas un... J'aimerais ça d'en avoir un. Moi, j'aimerais ça. Mais c'est parce que t'arrêtes pas de dire... Moi, j'ai la vision crissement sci-fi, puis t'arrêtes pas de dire, on a ça sur la glace. On a ça sur la glace. Je suis comme, mais là, Chris, amène-le chez nous. Mais c'est qu'on parle, tu sais, ces 5 joueurs-là, on leur parle encore, là. Il y a un jour, peut-être, ça va... Fait que t'as pas jamais... Il est là, ça fonctionne encore, mais un jour, il y a peut-être, ça va donner de quoi. Mais aujourd'hui, Elia, ça va tellement bien, la croissance puis la vision qu'on a, c'est ça notre focus. Genre, on a une business qui marche, puis ça, c'est comme... C'est d'où qu'on vient, mais c'est plus ce qui nous définit, mettons. OK, man. C'est vraiment fair. Puis c'est mature, je pense, aussi, de la prendre, cette décision-là, puis pas rester accroché les bras ces 2 branches. Un peu bizarre. On continue. Fait que là, après le pivot, vous avez levé du cash pour soutenir le développement et ou la croissance de Elia et pour peut-être survivre, je ne veux pas assumer. Vous avez levé roughly 7 millions selon mes recherches. Fait que combien de temps ça t'a pris cette ronde-là? Ouais, fait que le 7 millions, il faut quand même le décomposer. Là. On a fait 2 rondes, dans le fond. OK. Fait qu'au moment du pivot en 2022, on a fait un premier round à, je dirais, mettons, nous, dans notre histoire, on dit que le pivot s'est officialisé en février 2022. Gotcha. Puis on levait notre première ronde en septembre-octobre 2022. Fait que à peu près 6-7 mois plus tard. Mais on avait déjà commencé à vouloir lever de l'argent parce qu'il restait plus d'argent dans le compte de banque, même avant qu'on fasse le pivot. Fait on a levé en même temps de faire un pivot. Puis plusieurs choses. Là, on était une compagnie de hardware, puis on s'en allait vers une compagnie de software. On n'a jamais fait ça de notre vie. C'était beaucoup de gros... 2022 était une année quand même... ouais, ça a été quelque chose. Fait que c'est ça. Fait qu'on a levé un premier round en débenture. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est pas de l'équité. C'est un prêt convertible en équité. Gotcha. Un peu comme un safe? Un peu comme un safe. C'est pas un prêt, un safe. C'est un prêt? Oui, c'est un safe, t'as un cap, tu peux avoir des intérêts et tout ça. C'est un petit peu la même chose. Là. C'est bon. Pourrais pas exactement te dire Guillaume Falardeau pourrait peut-être expliquer les nuances, là, mais... Guillaume, il est assez venu sur le podcast. Ça va être correct. Alors, c'est bien correct. Fait que t'as levé du cash. Fait que c'était pas vraiment de l'équité encore, mais c'est de l'équité qui allait se convertir plus tard. Puis là, en 2024, en septembre, on a levé une deuxième ronde. Fait que notre pre-seed en 2022, puis notre seed en 2024. Puis là, tout cet argent-là converti en équité à la dernière ronde. Fait que c'est à peu près moitié-moitié. Là. À la dernière ronde? Ouais, à la dernière ronde, l'argent de la première ronde a converti en équité aussi. Oui, 100%. Fait que c'est ça. Puis la dernière ronde, elle a closé quand, excuse? C'est septembre 2024. Fait que ça fait pas encore un an. Ça fait pas encore un an. Exact. OK. C'est le temps d'augmenter la densité de talent et d'ambition en tech au Québec le 10 septembre avec la SaaSpass Conf 25, notre première édition. C'est exactement ça qu'on va faire. Ça va être toute la journée à Montréal chez Workleap. Il y a 250 places. Vous pouvez aller sur conf.saaspass.com pour les détails. La programmation va être insane. Il y a des keynotes de GR de Workleap, Raph Paquin, Vicky Boudreau, 2 des co-founders de Gaia, Marc-Olivier puis Olivier. Il va y avoir un pitch party, 5 startups qui compétitionnent devant jury et public. On va closer la journée avec un live pod avec nul autre que Greg Eisenberg, un de mes idoles côté business que j'ai réussi à faire revenir à ses racines de Montréal. Gros Pokémon légendaire, je suis bien content. Tous les commanditaires sont insane cette année. Merci à ce monde-là. Vous pouvez aller les voir sur conf.saaspass.com/commanditaire avec un S. Workleap, Ange Québec, Capital Numérique, Good Bytes Studio, Gaia, Yak, Finalta. Merci tellement. Allez voir leurs AI avatars sur le site. Comme je vous dis, il reste des billets en ce moment, mais c'est sûr qu'on va être sold out. Il y a juste 250 places. conf.saaspass.com pour acheter vos billets. Cheers! Puis, la première round, tu l'as levé, entre guillemets, en même temps que tu avais de la pression, là, en voulant dire il faut que je pivote mon produit, puis que je m'assure d'avoir assez de cash pour survivre. Exact. C'était-tu toi et ou tes co-founders qui leadaient plus pivot produit versus financement survie? C'était qui faisait quoi, genre? Ouais, fait que moi puis Méric, qui est un des cofondateurs, qui est aussi notre CFO, on s'occupait vraiment de trouver de l'argent. Lui que j'ai vu vite, mettons, à Slush. Exact, c'est ça, exact.
Puis, fait qu'on était beaucoup à essayer de trouver des financements. Là. Puis, tu sais, quand tu pars pour lever de l'argent avec des VC, ben nous, comment qu'on le gérait, c'était pareil comme un pipeline de vente. Là. Ouais. On a des deals dans notre CRM, puis on les avance. Là. C'est la même chose. Puis, dans le fond, Pelera Zondécon, qui est la directrice générale de Astérix, c'est le fonds d'investissement en capital de Québécois. Ouais. Grosso modo, on l'a rencontré, on lui a présenté ce qu'on faisait. Puis elle nous a dit non, initialement. Puis elle nous a dit non une deuxième fois. Pourquoi qu'elle disait non? Elle avait de la misère à voir le fit, ou voir le potentiel de ce qu'on faisait. On était en train de faire un pivot, il y avait plusieurs choses. Puis à chaque fois qu'elle nous disait non, on arrivait avec des solutions. Puis elle nous a redit un non une deuxième fois. Puis on a retrouvé des solutions. Puis la troisième fois, elle a dit « Écoute les gars, je sais pas si ça va marcher ce que vous faites, mais je crois tellement que vous allez figure out que genre je vais investir en vous. » Fait qu'au début, c'était pas nécessairement investi dans notre produit, mais elle a investi dans la gang qu'on était là. Ben, c'est parce que vous y avez fait une preuve de persévérance de fou. Exact, c'est ça. Puis qu'on était là depuis le début, puis qu'on n'avait pas... Exact, c'est ça. Fait que c'est ça qui a fait qu'elle a cru en nous. Puis après, une fois que t'en as un, ben les autres, ils ont suivi. Fait que là, ça a closé la ronde. Puis ça nous a permis de commercialiser, Elia. Sinon... Fait que ça veut dire que c'en était un doute de... OK, ben là, les boys ont essayé de faire un play hardware pur et dur, ça n'a pas marché. Ils pivotent à un play hardware et software, mais pas le même hardware. Ils n'ont jamais fait de software. Exact. Fait que ça, c'était un doute qui vivait dans la tête de... Comment tu l'as appelé, la fille, excuse? Pelera. Pelera, OK. Mettons Astérisque ou n'importe qui d'autre qui a suivi après. Ça, c'était un doute qui était là au début. Ben, 2022, mettons 23. Ouais, c'était un doute. Puis, tu sais, on n'avait pas d'équipe de dev. Fait que nous, on travaillait avec une compagnie. C'était tout à la sous-traitance. Ça coûtait cher. Puis, mais on voulait mettre les bases solides. On voulait pas partir. Nous, on n'a aucune idée comment faire ça. Fait que mettre les bases solides. Fait qu'on a starté comme ça. Puis après, tranquillement, on a monté notre équipe de dev interne. Fait qu'on a tout fait une transition. Ah, ça m'intéresse trop pour qu'on n'en parle pas. Fait qu'on va en parler. Ouais. Ton software, au début, alors... Juste parce que c'était un cas de... On n'a pas de monde à l'interne qui l'ont le skill set pour faire du SaaS ou du produit numérique. Fait que, comment t'as décidé qui allait bâtir les bases de ta partie software, mettons? T'es-tu allé en appel d'offres? T'as-tu fait? Non, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, nous, ça faisait... C'est ça que je dis, c'est pas un point, là. Ça faisait déjà un bout qu'on réfléchissait à développer une plateforme pour connecter nos dockings dessus puis pouvoir les gérer puis avoir de la donnée puis tout ça. Fait qu'on avait déjà commencé à travailler avec Nexap, dans le fond, la compagnie. Je sais pas si tu connais. Là. Oui, ils sont dans la communauté. Oui, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait qu'on a travaillé, dans le fond, avec eux puis tu sais, les gars, Joe, Pil puis tout ça, on les connaissait quand même bien puis tout ça. Puis eux, ils ont investi dans... c'est un petit save à ce moment-là qu'on faisait le pivot avant de réussir à lever la grosse ronde, le seed, le pre-seed, je veux dire. Ils nous ont donné de l'argent pour nous donner un peu de runway. De lousse. Puis c'est eux, dans le fond, qui ont commencé à développer la plateforme. Là. Fait que c'était comme un genre de partnership. Ils investissaient un peu, puis ils nous ont aidé à comme kick-off la plateforme initialement. Là. Vous avez signé ça autour d'une petite crème glacée au chocolato ou? Non, c'était vraiment un save avec. C'était pas autour d'un chocolato, là, mais on l'aura pitché probablement à côté du chocolato. C'est ça, en blague. OK, parce que tu sais, des histoires de. Les bases de notre software ont été faites par des sous-traitants. Ça peut facilement être un hostie de cauchemar, mettons. Là, genre. Et là, dans votre cas, vous avez été chanceux ou intelligent ou les deux de pogner une firme établie, mettons, comme Nexap, qui savent ce qu'ils font et qui sont capables de pitch in. Oui, je pense qu'ils ont été bons pour mettre les bases, mais c'est pas scalable. Il faut que tu ramènes. Nous, je crois profondément qu'il faut que tu owns ton produit, il faut que tu owns le développement à l'interne. 100%. Puis ce qui était tough, c'est de faire cette transition-là, parce qu'en 2022, le marché du dev, il n'y en a pas de dev. Il n'y a pas de dev. Fait que là, nous, on rencontre des devs. Puis là, les devs, ils nous disent, ben moi, je veux des assurances collectives. Je veux des assurances. Je veux du stock. Je veux gagner tant, qui est un salaire de fou. Il commence. Puis, vous avez pas d'autres devs. Moi, je veux travailler avec une équipe. Fait que, bye. On en passe à toutes les semaines. Puis c'était vraiment tough. Puis maintenant, on a réussi à en recruter un. Puis c'est là qu'on a réussi à faire un peu la transition à un deuxième. Puis on en enlevait chez Nexap. On a ajouté des devs dans l'équipe. Juste pour être clair, quand tu dis que ce n'était pas scalable, c'était le fait d'avoir des sous-traitants qui gèrent ton code. C'est pas le code qu'ils ont écrit qui était pas scalable. Non, exact. Oui. Je veux juste être sûr. Oui. Non, c'est ça, exact. C'est que ça coûte trop cher. Là, exact. C'est ça. Économiquement, c'est pas viable. Oui, puis aussi, je pense que... Philosophiquement aussi, quasiment, genre. Ben, tu sais, c'est que les devs, à la fin, c'est pas leur produit, là. Ils sont pas dans... Il y a quelque chose. Il y a une culture, il y a une façon, puis la gang de Nexap ont été des bons joueurs ou des bons
Ouais, des pour vrai, numéro pour 1. la transition, Exact. quand tu as commencé à engager ton staff. Ils nous ont... Exact. Okay. Ça a été numéro 1. C'est vraiment sick. Puis là, aujourd'hui, mettons qu'on fast forward, c'est quoi ta team hardware versus software, juste pour le fun? Pas mal plus en soft. On a 6 devs soft, puis on a 2 personnes au hardware. OK. Ouais. OK. Puis c'est-tu juste un cas de genre plus de la valeur ou des bottlenecks pour builder Elia en ce moment, c'est du soft, fait que t'embauches plus là-dedans, ou avoir un output en hardware, ça prend moins de monde? On dirait que je connais tellement rien en hardware. Ouais. Non, c'est... Ben, tu sais, beaucoup de features sont soft. Tu sais, je veux dire, les features sont soft, puis des hardware, ben, on en sort juste moins. Là, je comprends. Ouais. Sur une pièce de hardware, tu peux faire 100 features de software. Exactement. OK. Exactement. Je te feel. Malade. Puis, t'as parlé un petit peu que tantôt que tu avais fait un post sur LinkedIn récemment qui parlait justement de un pivot, c'est pas nécessairement du 0 à 1 ou du blanc à noir, des fois c'est juste graduel. Ouais. J'ai vu moi récemment que tu en postais plus de contenu sur LinkedIn, tu partages des tidbits, des leçons, des histoires un peu de ton journey. Ouais. Une personne pourrait dire que c'est un peu comme du founder marketing, c'est de se montrer out there, genre partager sa vision, sa philosophie, exciter, je sais pas, man, les clients potentiels, les employés potentiels, les investisseurs potentiels. Ouais. Fait que quand est-ce que tu as commencé à investir un peu plus dans le founder marketing? Puis comment tu trouves ça à date? Ça t'a apporté de quoi? Genre, parle-moi de ça. Ouais, ben en fait, c'est... je vais donner le crédit à qui ça revient. Là. Alexandra, qui est notre VP marketing, elle m'a approché, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, écoute, là, les budgets, on a accès, on n'en a pas d'autres, mais faut en faire plus. Fait qu'elle est arrivée avec son PowerPoint, puis elle m'a expliqué pourquoi il fallait faire du founder marketing. Fait qu'on on a buildé ça ensemble, puis... ben cool. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est toutes mes idées. Elle rédige, je les pose, puis après, moi, je les remodifie un petit peu à ma sauce, puis je pose ça. Ouais. Fait qu'on se fait un meeting une fois par semaine là-dessus. Elle, après ça, elle repart, elle rédige ça, elle me les envoie, puis moi, je les pose, puis je modifie s'il y a des choses qu'on s'était moins bien compris ou des trucs de même. Là. Fait que, puis pour répondre à la question, est-ce que ça donne de quoi? Ben, clairement, les chiffres, je vois la visibilité de mon profil vraiment augmenter. Est-ce que ça change de quoi au niveau des ventes? Je pense pas. C'est plus la notoriété là, qu'on veut faire avec ça que vraiment faire des ventes. Mais le truc qui m'a plus surpris, c'est j'étais allé au FEC, puis j'ai rencontré des gens de mon réseau d'affaires que je connais. C'est pas des amis, mais des gens de mon réseau d'affaires. Ils sont comme, hey, t'es rendu un influenceur LinkedIn, des affaires dans un. J'étais comme, OK, le monde, il le voit, là, clairement. Là. Je me suis fait dire ça comme 4 fois en 3 jours. Fait que j'étais comme, OK, ça a du reach quand même, là. Fait que. Ouais, je pense que c'est. C'est le reach que tu as comme personne versus comme page ou comme compagnie sur LinkedIn, c'est nuts, là. L'algo, il est pas. Il est fait pour les personnes, pas les pages. Make sense, c'est juste qu'en même temps, après ça, tu sais, toi, le contenu que tu fais à date, j'ai trouvé ça bon, genre, j'ai trouvé ça intéressant. Vite, tu peux tomber dans du formulaïque ou du répétitif ou du genre de OK, je la vois, ton petite structure pour faire en sorte que je continue de lire sur LinkedIn, puis je clique sur More, puis j'écris de quoi dans le comment, whatever. Mais c'est vraiment cool ce que tu faisais puis ce que tu partageais. Qui m'a dit ça? Vicky Boudreau de Heylist. J'y parlais, elle va donner une conférence à la Ça se passe con 25. Elle me disait, tu sais, man, les investors, là, ils investissent, oui, dans ta thèse ou genre comme ton produit, le potentiel de growth, mais ils investissent dans toi, là, comme personne. Genre, une des premières affaires qu'ils checkent, c'est genre ton LinkedIn, c'est-tu genre, I guess, de 2 signaux, là, désert, rien, pendant, c'est comme, OK, ça va être un malade, genre, faut le concentrer sur tes affaires. Ou genre, ben, au moins, Chris, il connecte, man, il partage, il shine, il y a de quoi d'intelligent à dire, puis c'est pas... Fait qu'anyway, je pense que ça peut être un signal pour de l'investissement aussi. OK, retour surtout early on. Surtout early on, je pense que quand tu n'as pas encore de revenus, de produits, c'est beaucoup dans les gens. Je pense que c'est un peu plus tard, dans des stages plus loin dans le financement, là, c'est bien plus les métriques de la business. Aussi les founders, je pense que c'est important là, d'être c'est une bonne balance. Au début, clairement, nous, c'est dans les gens que les investisseurs ont investi parce qu'on n'avait rien, là, je veux dire. Puis mettons, tes 3 autres co-founders, vous êtes rendus 4 ou 5 actionnaires, je sais plus trop. Dans le fond, on est 4 cofondateurs, puis Alex, dans le fond, là, qui est notre VP aux ventes, qu'on lui a donné pas mal de stock. Là. Ouais. Combien? On disclosera pas ça. Est-ce que les autres font ça aussi ou c'est juste toi qui publie? C'est juste moi pour l'instant,
Puis pourquoi pas, maintenant? Ben, Alex, non, c'est pas vrai. Alexandra puis Alex, fait que VP Marketing puis Vente, eux, ils le font aussi. OK. Mais les autres, ils le font pas. Mais À voir. À voir, peut-être. Très intéressant. On fait un petit retour dans le passé pour comprendre le genre de haha moment ou qu'il soit progressif ou instantané que vous avez eu avec G5. Ouais. Fait que là, tu nous as comme expliqué une vision de un laptop puis un workplace connecté qui marchait un peu sci-fi au début, mais ça devait venir d'un pain ou d'une histoire ou d'un élément déclencheur. Vous étiez des kids à l'uni, vous avez vécu de quoi? Genre, parle-moi de ça. Ouais, fait que dans le fond, moi puis les 3 autres cofondateurs s'est rencontrés aux initiations à l'université en génie. C'est le même qu'on s'est connus. Rencontrés, là, exact. Un vrai rencontrage. Puis rapidement, on est devenus vraiment des bons chums. Puis l'idée... Tu sais, moi, j'étais allé en génie physique pour me lancer une compagnie de tech, là. C'était ça que je voulais faire. C'était déjà dans ton... Okay. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu des petites compagnies ici et là, puis je tripais de ça à tech, fait que j'étais comme, moi, je vais me lancer une compagnie de tech. C'est ça que je voulais faire. Puis pourquoi génie physique? C'est comme, le monde connaisse moins ça, là, un ingénieur physicien, qu'est-ce que ça fait? Grosso modo, c'est un peu le généraliste. Fait qu'on fait un peu on n'est pas spécialisé en rien, mais on fait un peu de tout. Du mécanique, d'électrique, civil. Fait qu'on fait un peu de tout. Fait que ça me donnait un peu les bases dans tout pour être capable de lancer un jour une compagnie de tech. Fait que moi, j'avais déjà parlé de ça aux gars, quand ce serait cool qu'on lance ça. Méric, c'est la même chose. Il avait le goût de se lancer en entreprise, tout ça. Fait qu'on s'était dit, on va le faire, mais Pierre-Étienne, Hubert, c'est des gars plus analytiques. Ça leur prend de quoi, là. Ils sont moins... moi, je suis un rêveur, là. C'est la vision, c'est ça. Puis, dans le fond, durant notre dernière année de bac, une année, on a vu une publication scientifique d'un article qui démontrait une nouvelle façon de transférer de l'énergie sans fil. Puis on est comme... Ça, c'est ça le futur. Là. Puis c'était en même temps, les selles commençaient à être rechargées sans fil, puis ces affaires-là. C'était comme, ben nous, on va faire la même chose, mais pour les laptops. Okay. Puis le pain qu'on voyait, c'est à l'uni. Moi, à toutes mes cours, je manquais de batterie. Il n'y avait pas de prise nulle part. Il n'y avait pas de place pour se brancher. J'étais comme... J'oubliais mon chargeur, j'étais pas capable de me recharger nulle part. Tout le monde avait un connecteur différent à l'époque aussi. Fait que c'est l'enfer. Fait que c'est comme, on voyait le futur qui allait être wireless, on voyait l'enjeu. Fait qu'on était comme, on va se lancer là-dessus, on va essayer de développer un produit. Puis après, on a fait plein d'erreurs, mais c'est ça nous a amené là. Puis fait que t'as rencontré tes partners aux initiations. Puis là, à un moment donné, tu te dis, voici le futur, je pense qu'il y a un vrai pain. T'as-tu fait des vraies ventes? Comment t'as validé qu'il y avait peut-être une vraie business là, puis pas juste un trip d'étudiant? Ouais, ben, ça, on l'a pas fait assez, dans le fond. On va se dire la vérité, là, on l'a pas fait assez, puis ce qui est tough, c'est que quand t'es en hardware, t'es tout le temps à 6 mois d'avoir un produit qui marche. Fait que là, t'es comme, pourquoi aller le montrer là? Dans 6 mois, il va marcher. Puis là, dans 6 mois, il va marcher, pourquoi on va le montrer là? Fait qu'on a été pris dans cette boucle-là trop longtemps. OK. Puis l'autre enjeu aussi qu'il y avait, ben fallait s'intégrer, comme j'expliquais tantôt, d'un manufacturier. Puis c'est pas des gens qui sont nécessairement faciles à reach. Ça a été long de réussir à trouver les bonnes personnes, parler des compagnies 60 000 employés. Là, fait pas juste comme la doc d'API d'un autre SaaS. Exact, c'est ça. Fait qu'il faut... Ouais. All right, folks. Le Spotlight partenaire du mois, c'est Émilie Carignan, Fractional CMO pour B2B SaaS. Elle et moi, on a enregistré une belle capsule sur les jobs to be done, donc le framework pour poser des bonnes questions clients, puis sur comment elle utilise un petit hack AI avec Notebook LM qui transforme tes transcripts d'entrevues clients en rapports clairs sans hallucination. Si tu veux catcher pourquoi tes clients embauchent ou pas ton produit, passe donc voir son profil sur saspace.com/partenaire avec un S, scroll down un petit peu Émilie Carignan, The Letter M, ou check out la vidéo YouTube directement. Le lien est dans les show notes. OK? Back au pod. OK, man, je te feel. J'aime ça avoir le début comme ça. Puis là, on revient dans le présent, en fait. Puis ton industrie, dans le présent, qu'on va appeler, comment on a dit? Workplace Management. Workplace Platform. Ouais. Workplace Platform. Je veux rendre ça concret, mettons. Ouais. Donne-moi un exemple de client. Si tu peux en nommer un, c'est encore mieux. Puis un exemple de comment il réglait le problème ou pas. Ouais. Avant Elia, mettons. Ouais. Dans le fond, tu sais, nous, on règle plusieurs problèmes là, dans un espace de travail, mais mettons un problème classique qu'on a commencé, c'était de récolter de la donnée d'utilisation. Ça, ouais. Fait que
quand il y a eu le retour au bureau, une chose que les gens faisaient, c'est qu'ils se promenaient avec des pads. Puis ça, c'est des vraies histoires. Là. Nos clients, mettons la personne qui s'occupe du real estate, elle se promène avec un pad, par compte le nombre de personnes. Mais là, ça, c'est qui comme client, mettons? C'est, mettons, Québécois. OK. Ils ont une tour, là, ils ont 6000 employés dans la tour. Et là, il y a combien de personnes qui viennent au bureau? Ils se promènent, puis ils comptent le nombre de personnes. Pour savoir, sur cet étage-là, il y avait 7 personnes. Sur cet étage-là. Puis c'est genre ils faisaient ça manuellement, parce qu'ils essayent de voir comment ils font. Est-ce qu'ils veulent mettre des politiques? Est-ce qu'ils veulent fermer des bureaux, puis ramener du monde, puis tout ça? Fait que nous, on est capable d'amener après ça de la donnée, puis tu comprends exactement tout ce qui se passe dans ton espace de travail, sans avoir du monde qui se promène. D'autres clients, c'est l'inverse. Ils n'ont pas assez de place. Puis ils voulaient densifier. Puis, fait que là, ils rendent leur poste réservable, puis au lieu ils géraient ça dans un Excel. Fait que là, c'est le poste, il écrit long, là, l'autre écrit son nom par-dessus. Fait que ça crée des problèmes, des chicanes, des trucs de main. Fait que là, c'est les 2 premiers modules qu'on a lancés. C'était vraiment réservation de bureau, puis tout ce qui était analytique, comprendre comment ton espace est utilisé. Fait que nos clients, c'est des clients qui ont beaucoup d'espace de travail. Là. C'est des Québécois, c'est des gros assureurs, c'est des firmes légales. Parce qu'à ce scale-là, ça coûte beaucoup d'argent entretenir ces gros espaces-là. Ouais. Donc, les optimiser, que ce soit en termes de leur coût-dépense ou juste du bénéfice que leurs employés ou leur équipe en retirent de ces choses-là, ça vaut la peine parce que c'est du volume. Genre, je l'ai mal exprimé, là, mais... Ben, tu sais, dans toutes les firmes de services professionnels, ouais. là, le deuxième coût après les HR, c'est le real estate. C'est ton office. Là. C'est le deuxième coût. Puis, c'est la seule qui a pas ça. Les IT, ça coûte moins cher. Ils ont leur plateforme pour gérer ça. C'est optimisé. Hein? Les HR, ils ont leur plateforme, c'est optimisé. Le workspace, il l'a pas. Puis ça coûte des millions par année aux partners des firmes légales parce que leur bureau il est vide. Puis ils savent plus, ils sont comme pas capables de prendre des décisions. Fait que nous, on vient catalyser. C'est quand tu peux prendre une décision. Si tu as un bail qui revient à renouvelle, est-ce que tu en as besoin d'un autre? Est-ce que tu peux rapetisser? Tu peux downsizer? Fait que ça, c'est une partie. C'est la partie optimisation. Puis il y a la partie expérience employée. Puis le streamline les opérations. Fait que c'est vraiment les 3 trucs qu'on règle. Fait qu'on a commencé vraiment optimisation espace. Fait que réservation de bureau, capteur. Puis après, expérience employée, il y a à être capable de trouver un de tes collègues dans un espace de travail. Fait que là, les gens... C'est freaky, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, trouver quelqu'un? Ben, exemple, avant, tout le monde a son bureau. Fait que je veux voir Frank. Je sais qu'il est au 3e étage. J'allais te poser une question. Ouais. Je sais qu'il est au 3e étage, au 2e bureau. C'est ça ton bureau. Ah ouais. Aujourd'hui, ben, lundi, t'es au 7e. Mercredi, t'es au 2e. Fait que là, je te cherche. Au lieu de t'écrire sur Teams, je peux dire Frank, il est où aujourd'hui? Puis je le vois, il est au 2e étage. Je m'en viens de voir, puis on discute, puis on parle de notre... Fait que... Puis mettons, je suis aux toilettes. On le sait pas. On sait juste si t'es au bureau. Là. Fait que c'est le genre d'expérience, de trucs de même. Sinon, on a des écrans pour les salles de rencontre. Pour pas que tu rentres dans une salle puis elle était bookée dans 15 minutes puis tu te fais qu'une fait qu'on a des trucs de même. Quand tu rentres sur un étage, tu vois le plan interactif. Puis tu vois tous les postes qui sont disponibles. Tu peux chercher une salle, ça va te montrer comment y aller. Des trucs. En fait, c'est l'expérience employée au bureau. Puis ça, pour en retirer de la valeur comme employé dans une grosse boîte, là, un assureur, mettons, qui utilise Elia, je suis sur quoi? Je suis sur une web app, je suis sur une mobile app. Comment j'interagis avec tout ça? Ouais, fait que nous, on est intégré. Bon, c'est une web app. Fait que tu peux y aller direct par le web. On est intégré dans Teams. Fait que directement dans Teams, c'est un autre panneau à côté. Puis tu as accès à ça. Après, on a une app mobile. On est intégré dans Slack aussi. C'est-tu de la merde, c'est intégré dans Teams? Non, dans Teams, c'est pas super. Outlook, c'est rushant. On est intégré aussi dans tout Outlook. Puis sinon, ben, on a des interfaces, comme je te disais, que c'est vraiment des devices physiques qu'on installe. Puis les gens ont accès à ces interfaces-là. Parce que les Outlook, Teams, Slack de ce monde sont deep, sont vraiment incrustés loin dans les processus des compagnies, là, des grosses compagnies. Fait que si Elia s'intégrait pas avec ça, c'était-tu genre un no-brainer puis ils pouvaient pas vous prendre, genre au début, quand même, là, tu sais, les gens Teams, les gens qui sont sur Microsoft Teams, c'est tout là où que ça se passe. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas avoir à ouvrir une autre page, un autre browser. Fait que là, nous, on est intégré direct dedans. Ouais. Fait que la majorité du usage de votre logiciel, c'est-tu via d'autres plateformes? Ben, dans le fond, là, c'est notre plateforme dans Teams. Fait que t'es capable de faire une web app dans Teams. C'est juste un autre panneau. Mais c'est exactement la même web app. C'est comme une app que t'ajoutes. Je comprends comme une extension, par exemple. Exact, c'est ça. Mais ça veut quand même dire que c'est pas sur elia.com que la majorité du usage se passe, mettons.
C'est dans le fond... C'est pas sur une web app standalone. Ouais, c'est ça, exact. Ça dépend. Les admins sont beaucoup là-dedans. Okay. Les users, end-users, c'est beaucoup l'app mobile, puis beaucoup dans Teams. OK. Ouais. OK. Puis c'est quoi le... J'ai comme 37 questions, là. Mais en fait, on va retourner aux 3 catégories que tu as dit. Tu as dit genre optimisation un peu de ton real estate, après ça, expérience employée améliorée, puis l'autre, c'était? L'autre, c'est tout streamline, optimiser les opérations. Ça veut dire quoi, ça? Je te donne des exemples. Un cabinet d'avocats, il invite des clients à venir dans leur bureau. Ils réservent une salle, mais eux, en réservant la salle, ils ont besoin de commander de la nourriture. Ils ont besoin que la salle ait une configuration différente que ce qui est de façon standard. Fait qu'en ce moment, comment que les compagnies font, c'est ils vont réserver la salle via Outlook ou un truc comme ça, puis ils vont aller remplir un Microsoft Form. Puis là, pour dire, OK, ben je veux commander de la pizza, on a 2 personnes végé, puis on veut que la salle elle soit telle configuration. Fait que là, ils reçoivent le form. Là, le client, finalement, il peut pas venir le lundi, il vient le mercredi. Fait que là, il déplace la réservation, mais il update pas son Microsoft Form. Fait que là, la bouffe, elle arrive le lundi, puis elle arrive pas le mercredi. Fait que ça arrive tout le temps. Fait que nous, dans notre plateforme, on a un module de service. Quand tu réserves une salle, tu peux ajouter des services. Puis ça crée tout un module de ticketing. Fait qu'après ça, la cuisine, souvent, ils ont leur propre cuisine. Leur propre cafétéria ils font tellement de bouffe, il y a tellement de clients, eux ils reçoivent, OK, bon, on a une commande pour 12 personnes. Fait que ça, c'est un exemple d'opération. Autre chose, c'est, avant la pandémie, il y a des normes de respecter le nombre de secouristes, les évacuations, toutes ces affaires-là. Avant, c'était facile, tout le monde est au bureau. Aujourd'hui, le monde, ils viennent mardi, ils viennent pas mercredi. J'ai-tu assez de secouristes aujourd'hui? Fait que là, la CNSST se promène, puis ils donnent des tickets parce que tu respectes pas les normes. Fait que toi, on est capable de s'assurer que tu as le bon nombre de secouristes, de s'il y a une évacuation, de sortir la liste de tout le monde qui est là, etc. C'est ça que je parle de streamline les opérations. All right, dude. Puis pour les compétiteurs directs, genre, parce que là, c'est cool, tu me parles de Excel. Excel, c'est comme genre l'ennemi du SaaS, facile à fusiller, là, mettons. Ou le papier aussi, c'est un classique. Mais genre, y a-tu des compétiteurs directs actually enabled par de la technologie comme vous, contre qui vous vous frottez les coudes, genre? Dans tout ce qui est desk booking, room booking, ces trucs-là, on a quand même pas mal de compétiteurs, puis il y a plusieurs plateformes qui sont nées, puis il y en a plusieurs qui sont mortes aussi. On dirait la pandémie, le retour, il y a plein de startups qui sont comme nées là-dessus. Il y a plusieurs gros joueurs là, qui existent. Nous, où qu'on se distingue vraiment, c'est qu'on est les seuls qui font leur propre hardware. Il y en a qui s'intègrent dans d'autres hardware, mais on est les seuls qui offrent un écosystème. Fait qu'on est les seuls que notre plateforme, logiciel puis notre hardware, tout ça se connecte vraiment entre eux. Puis les autres, c'est vraiment plus des solutions logicielles, mais nous, on croit qu'on gère du physique. Ça nous prend des trucs physiques. Tu gères des espaces. C'est pas juste... oui, tu peux rester juste dans le logiciel, mais le problème avec ça, c'est, nous, on dit souvent garbage in, garbage out. Si tu fais juste te baser sur de la donnée, que c'est des gens qui ont été input dedans, elle sera pas vraie ta donnée, elle sera pas bonne. Puis nous, on monitor les deux parce qu'on a de la réservation, puis on a des données de capteurs. Puis il y a vraiment une grosse différence entre les gens, ce qu'ils réservent, puis les gens qui sont venus réellement. Là. Fait que ça nous donne un edge. Puis on a beaucoup de clients qui vont avec nous à cause de ce edge-là, qui évaluent plein de vendors, mais nous, on a tout l'écosystème. Puis ça vous donne aussi un lock-in ou un switching cost plus dur après. Genre, vous êtes plus implanté dans la compagnie à plein de niveaux. Ouais, mais ça, c'est un couteau à double tranchant parce que souvent, les entreprises, ils veulent, mettons, si ils investissent dans des écrans puis tout ça, ils sont comme, mais là, si vous faites faillite, nous, on investit pour 200 000 piastres d'écran, on veut être capable de mettre autre chose dessus. Fait que nous, tous nos produits, on les laisse quand même que tu peux les revaloriser si, mettons, tu veux plus utiliser l'IA. Ils vont marcher quand même avec d'autres trucs. Fait qu'on s'assure quand même ça. Parce qu'on croit tellement à notre produit vous allez rester avec nous pareil. Puis ça nous aide à closer les clients. Quand on leur dit ça, parce que ça reste qu'on est une start-up, puis eux, c'est une gestion du risque. Là, oui. C'est quoi le hardware, dans le fond, qui va vivre chez tes clients? Juste pour que je catch, c'est un capteur, c'est un écran, t'as mentionné? Ouais, fait qu'on en a plusieurs. Fait qu'on a tout ce qui est pour monitorer de la donnée. Fait qu'on a un capteur pour des bureaux individuels. Fait que c'est comme un petit POC que tu viens coller en dessous du bureau. Ça capte quoi? Puis ça va capter, dans le fond, c'est comme une caméra infrarouge un peu, là, un petit sensor infrarouge. Ça va détecter qu'il y a la chaleur humaine. Ça va détecter qu'il y a quelqu'un qui est là. Puis ça peut se connecter à ton laptop aussi pour savoir c'est qui.
pour t'authentifier. T'es pas obligé. On peut l'utiliser de façon complètement anonyme ou l'utiliser avec le laptop pour savoir c'est qui la personne qui est là. Puis quand tu fais ça aussi, si t'es connecté avec ton laptop, ça peut t'envoyer de l'information. Par exemple, tu t'assieds une place, ça va dire « Hey, cette place-là est déjà réservée par quelqu'un, t'en proposes une autre à côté. » Ou à l'inverse, t'arrives à une place qui est libre, tu veux-tu la réserver pour la journée? En un clic, tu dis oui. Très cool. Puis un problème que les compagnies vivent aussi souvent, c'est... tu sais, avant, t'avais ton bureau. Si ton fil HDMI marche plus, là, t'allais cogner au comptoir des TI pis t'es comme, j'en veux un autre, j'ai besoin de travailler. Aujourd'hui, tu changes de bureau. Fait que là, ça fait que tu te ramasses avec plein de bris sur des postes un peu partout. Puis le monde, ils savent pas c'est où aller faire créer un ticket de la plateforme parce qu'ils utilisent jamais ça. Puis c'est dans un outil. Les IT, ils aiment leur plateforme de ticketing, mais les users, ils savent même pas comment y aller. Fait que nous, une chose qu'on fait aussi, c'est, mettons, tu t'assieds à un poste. Puis après 5 minutes, tu te déplaces à un autre poste. On va pouvoir t'envoyer une notif puis dire « Hey, y a-tu un problème? » Puis en 2 clics, tu peux dire « Hey, oui, ce poste-là, il y a un bris. » Ça l'envoie un ticket au IT. Fait que quand je dis streamline les opérations, c'est ça qu'on est capable. Ben oui. C'est mettre de l'intelligence dans comment que le bureau fonctionne. C'est vraiment hot. Fait que ça, c'est le premier capteur. Après, on a un capteur de salle. Ça, c'est un capteur que tu colles dans le cadre de porte puis compte le nombre de personnes qui rentrent puis le nombre de personnes qui sortent. Fait qu'on sait tout le temps, mettons, dans une salle de 10, en moyenne, il y a 3 personnes. Fait que ce serait peut-être mieux de faire 2 salles. Il y a des trucs similaires en retail, dans les magasins. Exact. Commerce de détail. C'est ça. Sinon, on l'a adapté pour le workspace. Okay. Puis, ça, cool, ouais. Donc, on a ça. Après, on a un écran pour les réservations de salles. Style iPad-ish ou pas Ouais, vraiment? mais c'est nous qui l'a vraiment. C'est pas un iPad, là. C'est vraiment un écran qu'on a développé qui est branché, pas à batterie. Parce qu'à la batterie, il peut y avoir des problèmes. Là. Si tout le temps branché, elle peut gonfler la batterie ou des trucs de même. C'est pour ça que c'est pas bon de mettre des iPads longtemps. Oh, c'est pas ça. Ouais. Fait que nous, c'est vraiment un écran qu'on a développé. Puis là, tu peux voir la salle. Puis si t'arrives et est dispo, tu peux la réserver directement là. Après ça, il y a nos kiosques, comme je te parlais, c'est les écrans que tu mets à l'entrée d'un étage ou à l'entrée d'un building, puis que tu vois le plan interactif, tu es capable de voir les places disponibles, tu es capable de chercher, puis ça te montre comment y aller. Puis là, on est en train de développer un lock. Fait que c'est pour des casiers. En ce moment, la grosse mode, c'est les gens ont plus de bureau attitré, mais on a des casiers pour que tu puisses laisser tes trucs et tout ça. Fait qu'on développe un lock que tu peux débarrer avec ton téléphone, avec ta carte d'accès. Tu peux le réserver en même temps que tu réserves un bureau. Fait que c'est tout ça notre écosystème de produits. Puis on en a plein d'autres sur le roadmap. Là. C'est fou, dude, parce que pour moi, c'est un énorme contraste. Là. Je travaille basically tout seul chez nous dans ma maison, tu comprends? Fait que ma réalité de travail est vraiment, vraiment différente que un gros immeuble où il y a un paquet de volume de personnes qui sont in and out puis tout ça. Fait que c'est tellement beau ou du moins intéressant de voir à quel point tu peux aller creux dans les problèmes dans le B2B quand t'as du scale, genre, tu sais. Exact. Puis ça paraît que tu cares aussi. La manière que tu l'expliques, genre, ça paraît que tu tripes sur genre ta business puis ce que tu fais puis c'est le fun. Ouais, puis tu sais, tout ça, je le savais pas. Moi, j'ai jamais travaillé dans une grande entreprise. Moi, je suis parti de l'Uni, on a lancé GFair. Fait que j'ai jamais... Puis, tu sais, quand on a pivoté, la chose que je m'étais juré, c'est de pas faire la même erreur. C'est-à-dire de parler à nos clients, comprendre les besoins le plus possible. Fait que ça, c'est de même qu'on a construit la vision, là, puis de ce qu'on devait développer. Ça vient de nos clients. Là. Très cool, man. Puis, écoute, le futur est brillant, man. Je pense que ça va être sick. T'as-tu un exemple, mettons, juste pour closer sur notre chapitre un peu plus produit lié aux plateformes plutôt? Ouais. T'as-tu un exemple de décision que les admins ou les gérants de bureau, responsables de bureau, je sais pas comment les appeler, genre de décision que quand ils sont dans la web app, là, Elia, puis qu'ils checkent leurs stats ou leurs modules, ils sont capables de prendre une décision, mettons, qu'avant, ils n'auraient pas pu. Ouais. On a une couple de use cases là, sur notre site web que je trouve intéressant. Là. On a travaillé avec le 6 de Chaudière-Appalaches. Eux, dans le fond, il y avait un enjeu, ils avaient attitré une 60aine de personnes à une unité administrative, puis ils savaient pas est-ce qu'ils seraient capables d'ajouter d'autres personnes. Fait que dans le fond, on a mis des capteurs partout, on a monitoré, puis finalement, on s'est rendu compte qu'on pourrait monter à 90, puis finalement à 150 personnes dans le même nombre de postes de travail. Insane. Puis ça a fait en sorte qu'ils ont pris des gens administratifs, ils ont tout envoyé là, puis ils ont converti des postes administratifs en espaces cliniques pour servir la population. Fait que dans le fond, on a permis... Ils s'en seraient rendus compte tout seul, mais ça aurait pris 2-3 ans avant de le faire. Nous, ça a pris 6 mois, puis on peut prendre cette décision. Fait que c'est un exemple de... Ça, c'est un bel exemple. Ouais. Tout le monde gagne. Exact. C'est ça, exact. C'est pour tout le monde, même le public. Exact. C'est vraiment ça. J'ai le goût qu'on se concentre un peu sur toi, man. Toi, comme co-founder, comme CEO, une question que j'aime poser, c'est
Donne-moi le delta ou la différence entre tes premiers jours ou premiers mois, comme mettons co-founder CEO, puis tes derniers mois. Genre, ton day-to-day ressemble à quoi? Ouais, ben, premier mois, là, quand on lançait l'entreprise, je faisais de l'ingénierie. Là. Je designais des PCB, je soudais de l'étain. Ça veut dire PCB? PCB, c'est Printed Circuit Board. Okay. Fait que dans le fond, c'est des circuits imprimés. Là. Ouais, puis là, on designait ça, on les fabriquait, on les commandait. Puis là, je soudais les chips là-dessus. Puis là, ça marchait pas, puis ça pognait en feu. Parce que moi, je suis pas le plus minutieux, puis ça. Puis après 3 mois, j'ai dit au gars, check. Je pense pas que moi, ma force, c'est de faire ça. Je vais aller faire autre chose. Fait que là, c'est ça. Fait qu'au début, c'était beaucoup ça, là, beaucoup dans l'ingénierie et tout. Aujourd'hui, ça a quand même vraiment changé. Là. On est rendu avec une équipe de direction chez nous. Puis moi, je suis un CEO. Il y a plusieurs types de CEO, je pense. Ouais. Moi, je suis un CEO produit. Ouais. Vraiment. Fait que je me suis entouré. Alex, là, notre VP aux ventes, c'est une machine de guerre là, aux ventes. Fait que, tu sais, lui, il own ça. J'ai une confiance absolue en lui là-dessus. Puis on allait chercher Alexandra au marketing. Puis, tu sais, pour vrai, les autres cofondateurs, c'est toutes des machines. Là. C'est moi le plus d'homme dans tout ça. Là. Je suis vraiment une belle équipe. Fait que, aujourd'hui, mon quotidien, je te dirais 40%, c'est être PO. C'est moi le product owner. Ouais, c'est ça que tu disais dans la communauté, hein, qu'on faisait encore. Autant genre software que hardware. Fait que autant ce qu'on va développer dans la plateforme que les prochains produits qu'on va développer physiques. Après ça, je dirais un 20%, c'est des ventes stratégiques, là, des gros comptes, des trucs comme ça, aller rencontrer les clients en personne, ces affaires-là. Ben, pas les clients, mais les futurs clients. Je te dirais un 20% qui est tout assez d'améliorer nos opérations, fait que trouver les bottlenecks dans le business, mettre des outils en place. Fait qu'un 80% encore les mains très hands-on. Puis je dirais, après ça, il y a un 20%, c'est plus gestion du comité de direction, la gouvernance, aller préparer une présentation pour les investisseurs. Comme là, on avait notre GFest hier, qui est comme un événement qu'on fait à chaque 3 mois. Tout le monde vient au bureau, je présente les résultats du quartier, les objectifs du prochain. Fait qu'il y a peut-être un 20% de analyser les chiffres, puis tout ça, puis monter les présentations, puis déterminer les objectifs des prochains quartiers. C'est quoi la fréquence de check-ins avec tes investisseurs, par exemple, ou ton conseil d'administration? Oui, fait que on a personne autre que les 4 fondateurs sur le board. Okay. Fait que dans la ronde, c'est quelque chose qu'on a réussi à négocier. Ben oui, c'est hot. Par contre, l'entente qu'on avait avec eux, c'est qu'on allait se faire des touch points quand même avec les investisseurs. Fait qu'on s'est mis un comité investisseur dans le fond. Fait qu'à tous les mois, on se rencontre. Puis je présente les résultats du mois, les enjeux qu'on a. Fait que c'est 1 heure. 1 heure à tous les mois, exact. OK. Puis mais je suis curieux, combien de temps ça te prend de préparer pour cette heure-là chaque mois, mettons? C'est pas très long, là. Je dirais 2-3 heures, sortir les chiffres, préparer la présentation maximum. Là. Ouais. Fait que t'es bien outillé dans ton analytics, ton financier, produit. C'est quoi que tu utilises pour tes analytics produits, mettons? T'as-tu un mix panel amplitude, ce genre d'affaires-là? Non, on n'a pas ça. Nous, ce qu'on utilise, on utilise Metabase, qui est comme un outil que tu es capable de te connecter à ta BD puis sortir de la data et des trucs de même. Puis on a un Hotjar, genre, pour plus. Fait que je dirais, c'est pour plus product, c'est ça là, qu'on utilise. C'est quoi la décision la plus tough depuis 2018 que tu as eu à prendre comme CEO? Ben, c'est sûr que le pivot, ça serait la facile à dire, mais une décision qui a été tough, là, c'était dans la transition quand Nexap ownait encore le développement. Ouais. Une manière, on était rendu avec quand même une bonne équipe chez Nexap. Là, je pense qu'il y avait 6 devs. On avait un PO, un Scrum Master, puis ça n'avançait pas à mon goût. OK. Puis, ce qui était tough, c'est nous, s'il s'en allait, on pouvait plus. On est mort. Là. Fait que, puis ça n'avançait pas à mon goût, puis tout ça. Puis il a fallu que je reprenne le contrôle de tout ça, puis qu'on mette le PO, pas dehors, mais qui arrête de travailler sur le produit, puis tout ça. Puis c'est moi qui reviens, puis qu'on brise tout leur processus de genre, on faisait des sprints de 2 semaines, là, j'étais comme là, c'est fini, on fait des sprints de 1 jour. Je veux vous livrer une story à tous les jours, puis on va les découper plus petites. Puis de faire ça avec l'équipe qui sont comme, hey, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais, là? Genre, nous, on sait quand, tu sais. Puis ça a été tough parce que j'avais tout le temps la peur que
les devs font juste, hey, nous autres, Ouais. là, bye. Ouais. Puis là, on est mort, là, tu sais. Puis, fait Mais que dude, c'est très founder mode, là. C'est ah genre, ouais. Là, ben, ça va être moi le PO. mais non, mais c'était do or die, là. Ouais. Genre, ça avançait pas assez vite. Puis, Puis ça a-tu bien fini? Juste, c'est comme... ouais, Oui, ben, ouais, ça a bien fini, mais je me souviens encore de ce meeting-là. On était dans le meeting, puis là, il y avait, mettons, le PO, il y avait le Scrum Master, il y avait les 6 devs, on avait un dev à l'époque qui était là. Puis là, il y avait même les ventes qui étaient là de Nexap. Puis moi, j'étais là, puis c'est comme moi contre tous ces gens-là. Puis j'étais comme, checké, là, tout ce que vous avez appris, tous vos livres, toutes vos méthodologies, là, on jette ça à la poubelle. On va trouver une façon de travailler ensemble qui va, nous, pour nos besoins, qui va aller le plus rapide possible. Parce que là, en ce moment, il faut livrer des features. Si on livre pas, on se va vendre puis on va mourir. Fait à partir de là, on a comme travaillé ensemble, mais ça a été rough parce qu'on était à ça de la mort. Là. C'est vraiment une bonne histoire, man. C'est un bon exemple de des fois, c'est le temps de te torsaler les mains en Christ. Ouais, puis ce qui est drôle, c'est que moi, au début, quand on a lancé G5, faire du software, c'était pas de faire de la tech. Puis je sais pas pourquoi, j'avais comme ce fil quand on allait dans des événements de Startup Fest puis tout ça. Puis là, le monde était comme nous, on fait des sites web ou nous, on fait une web app. Puis tout, j'étais comme... J'avais comme un préjugé que c'était pas de la technologie, genre. Puis j'étais... nous, tu sais, la tech, c'est hard. Tu sais, ce que j'avais appris, c'était de la deep tech. Tout ça. SpaceX. Exact. Aujourd'hui, j'ai compris que j'avais complètement tort. Là. C'est de la tech, puis ça peut être très compliqué faire du software, l'architecture de tout ça. Mais quand on a pivoté, je suis vraiment tombé en amour avec le soft. Parce que tu pars de la tech qui prend ta boucle de rétroaction, elle prend 3-6 mois à une boucle de rétroaction qui peut prendre 2 semaines, mais qui peut prendre un jour si on veut. Il faut juste l'optimiser. Puis je suis devenu un peu obsessif là-dessus. Puis ça, chez nous, c'est la boucle de rétroaction doit être la plus courte possible. Fait que c'est tout le temps, on focus là-dessus. Fait que le moment entre on a une idée, on la livre au client, on a le feedback du client, puis le plus petit possible. Fait que tout ce qu'on fait, c'est de rapetisser ça le plus petit possible. Puis je suis comme devenu un peu obsessif là-dessus. Puis ça a été ce moment-là que de dire, OK, hey, on oublie tout ce que vous avez appris, les sprints de 2 semaines, tout ça. Nous, on livre en continu, on fait des sprints de 1 jour, je veux QA de quoi à tous les soirs. Puis, ouais, ça a été une des décisions tough. Là. C'est très... je viens de finir Hard Thing About Hard Things là, de Ben Horowitz, puis il parle de Peacetime versus Wartime CEO. Là. Puis Peacetime, c'est genre, justement, man, il y a de l'espace pour la créativité, implémenter des beaux processus, expérimenter, genre, tu sais, Peacetime. Wartime, c'est genre, je m'en crisse de toutes les bonnes pratiques, je m'en crisse des bonnes manières, je m'en crisse, si on fait pas X, on meurt, fait que genre, on figure out, man. C'est très Wartime, ton truc. Puis ce qui était stressant là-dedans, c'est que c'était pas des gens de l'interne. Ah ouais, ben c'est doublement stressant. En plus, il y avait le dire on s'en va, puis moi, je sais pas comment faire ça. Là. Genre, je comprends les principes, mais je peux pas la coder. Là. Puis Lovable, puis Coursera, ça existait pas. Là. Ça allait être long. Là. Fait que c'était un bout qui était stressant quand même. C'est ce qui me fait rire, juste parenthèse. Tu dis, tu sais, dans ma tête, du software, c'était pas de la tech. Ouais. Nous, man, quand on était acheté par Douda, je t'expliquais offline un peu tout. Eux, les Israéliens, là, ils appelaient... Eux, c'est un CMS, ils font des calices de sites web, on s'entend. Ouais. Mais là-bas, ils appelaient ça du high-tech. Je riais d'eux autres. Je me rappelle le studio, je disais, Amir, c'est l'affaire la moins high-tech. Là, tu fais pas des fusées, là, tu fais des sites web. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. Ça ressemble à quoi ton entourage, genre coach, mentor, ami, entrepreneur? Y a-tu un filet quelconque, là? Ou... Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on a fait quand même assez rapidement. Là. Tous les founders, on est allés chercher un mentor. Okay. Chacun un? Ouais, chacun un. Okay. Puis moi, Olivier, dans le fond, ça fait faire 4 ans qu'on se voit tous les mois. On en skip une fois de temps en temps, là, mais fait que c'est rendu quelqu'un qu'on se connaît tellement. Là, on va souper 3-4 heures à tous les mois. Puis c'est comme un peu rendu mon psychologue d'affaires. Là, cool. J'ai besoin de ventiler, c'est avec lui ça se passe. C'est une personne un peu plus vieille? Oui, Olivier, je pourrais pas dire l'âge, mais il y a déjà eu une business, il y a eu un exit, etc. C'était-tu c'était dans une crowd différente? Là, complètement différente. Tu sais, l'objectif
ce mentorat-là, c'est pas de me donner des conseils d'affaires, mais c'est plus m'aider à me développer comme personne, à m'écouter, mais pas me dire hey, vous devriez investir dans tel. C'est pas ça le but. Là. Le but, prendre des décisions difficiles, des fois, il t'aide à ça. Ouais, exact. Puis c'est à me poser les bonnes questions, à me faire réfléchir. Plein de monde me demande, quand on parle de mentor, comment tu fais pour te trouver un bon mentor? C'est comme une affaire que. C'est comme du non-dit, genre, tu le dis pas, genre, veux-tu être mon mentor? C'est comme un peu lame, mais genre. Peux-tu le dire? Ben, dans le fond, qu'est-ce que t'en penses, toi? ben oui, je pense, ça se demande. Mais nous, on est passé par un programme qui s'appelle Sage Mentorat. Littéralement. Fait que c'est fait pour ça. Ah, ouais. Ça coûte 100$ par année. Puis il te match avec quelqu'un. Puis moi, j'étais chanceux parce que ça a été un match direct, tu sais, dans le sens. Mais ça arrive des fois que puis la fit est pas là. Mais nous, le fit était là. Fait qu'on a fait ça. L'autre chose qu'on a fait pour plus des décisions business, on s'est fait un conseil consultatif. Ouais, genre de comité aviseur un peu. Ouais, un comité aviseur, exact, même chose. Fait qu'on est allé chercher des gens dans différentes expertises qu'on n'avait pas. Tu sais, nous, on est 4 ingénieurs. Fait qu'on est allé chercher des gens plus marketing, vente, finance, puis tout ça. Puis on les rencontrait tous les 3 mois. C'est encore ça, là? On vient de le terminer. Là. On vient de mettre fin à ça parce que ça devenait redondant avec les investisseurs. Puis, avec notre groupe d'investisseurs, on a quand même une belle expertise dans plein de domaines. Fait qu'on sentait moins le besoin d'avoir ça. Mais on l'a eu pendant quand même un bon 3 ans facile. Puis sinon, ben écoute, la communauté de start-up à Québec est quand même petite, là, on se connaît, fait que je me suis fait des amis là-dedans, on se texte, des fois on se pose des questions, hey, comment tu fais ça, des trucs dans un. As-tu écouté le dernier Ça se passe? Exact, c'est ça. Genre de textos, ouais. Alright, folks, petit shout-out à Baseline, partenaire certifié Ça se passe, c'est mes geeks puis doctorants en intelligence artificielle préférés. Ils ont accompagné un paquet de SaaS en AI pour collecter puis valoriser de la donnée, mais aussi pour développer des fonctionnalités puis des automations critiques. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis l'épisode 41 avec David Beauchemin vaut vraiment la peine. OK, de retour au pod. Ma question préférée, man, qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi? Qu'est-ce qui est le plus tough? C'est vrai que je sais pas, j'essaie de deviner des fois. Là. Je t'écoute parler depuis tantôt, là, puis je suis comme... Ouais, clairement, t'es passionné, genre. Clairement, tu fucking care à propos de ce que tu fais, puis ça paraît, genre. Clairement que tu veux succeed. Si ça va pas à ton rythme ou que ça va pas... Tu sais, quand c'est existentiel, t'as pas peur de mettre ton pied à terre puis de dire genre, alright, fuck it, il y a de quoi qui va changer puis je vais m'en occuper. Fait que peut-être ça peut être confrontant pour certains. T'as pas de l'air, tu sais, à te prendre pour un autre puis à être hyper... Tu sais, t'as de l'air... T'as été quand même humble de dire genre, tu sais, genre mes co-founders, dude, sont genre bien plus spécialisés que moi dans d'autres affaires. Puis comme je suis le plus dumb de la gang, entre guillemets. Fait que tu sais, ça doit pas nécessairement être une question d'ego. Fait que j'ai de la misère à dire, man, honnêtement. Ben, je suis quand même une personnalité forte. Fait que, tu sais, quand je pense le plus tough travailler avec moi, je suis que quand ça avance pas ou fais pas 2 fois la même erreur. Je fais pas beaucoup de patience pour ces choses-là, mettons. Mais tu sais, sinon puis tu sais, comme tu disais, il y a du wartime puis du peacetime. En ce moment, on est en peacetime, fait que tout est plus simple, là, mais quand c'est un wartime, effectivement, je les hands-on puis tassez-vous, on va régler le problème. Ça peut shaker peut-être du monde, ils sont moins habitués à ça, mais des fois, faut faire ce qu'il faut faire. Sinon. Puis comment tu gères ça, tu sais, quand le monde sont shakés ou qu'il y a un peu de conflit ou d'adversité, t'es-tu quand même pas pire pour genre tanker ces affaires-là? Moi, je trouve ça tellement difficile, man, esti. Ouais. Eh ben, moi, la transparence, c'est le plus important. Fait que je suis comme... Puis, tu sais, je le dis souvent, si une année j'ai fait de quoi, dis-moi là, on va régler ça. Je veux jamais qu'il y ait une petite pilule qui a mal passé puis que tu le gardes en dedans. Là. Fait que c'est émotionnel. C'est ça. Fait que souvent, ça arrive souvent que des fois, j'ai été plus rough dans un meeting et je dis à la personne, hey, reste après le meeting, j'ai reçu qu'on se parlait, puis on désamorce ça direct. Là. Je suis comme, OK, check. J'étais allé peut-être un peu fort, m'excuse, mais... Puis je veux régler ça tout ça. Je veux pas qu'il reste une amertume, jamais. Je m'excuse, mais j'ai besoin de ça pour 18 ans. C'est ça. Je t'agace. Dude, penses-tu que c'est un moat, un avantage compétitif fort aujourd'hui d'avoir du hardware et du software dans ta business, comme Elia? Ouais. Dans une business comme la nôtre, je pense que oui. Je pense que si tu fais des CRM, tu peux pas faire, il n'y a aucune valeur à qui faire du hardware. Là, en tout cas, c'était une idée. Vas-y, Frank. Mais tu sais, nous, avec tout ce qui s'en vient avec l'IA, puis tout ça, puis
la vitesse à laquelle ces outils-là vont accélérer le développement de logiciels. Quand ta plateforme, c'est des forms, c'est des tableaux, c'est une base de données, pas très dur, là, ça peut aller rapide, tu peux te faire copier, tu vas te challenger, mais du hardware, c'est une autre game. Puis l'IA, ça va prendre du temps, que ça soit capable de faire du hardware tout seul. Là. Mettons, Anto, je fais l'avocat du diable. Mettons, là. Puis je suis noob, fait que indulge me, là. Mais genre, tu me dis, hey, du hardware, Frank, c'est beaucoup plus défensif. En tout cas, c'est plus dur à copier que du software. Which, comme sur papier, je te l'accorde, mais mettons, je te dis, ouais, mais dude, mettons que je déploie, genre, je scanne avec une coupe de photos, du hardware que je vois quelque part ou les specs que je trouve sur un site web. J'envoie un agent, un AI, trouver c'est quoi les specs, puis où que ça se pourrait se faire en Chine. Je demande à faire des soumissions. Tu sais, y a-t-il un monde où, genre, le time to copy, le hardware, il est moins long qu'avant, genre, ou je suis trop dans les vapes? Ça dépend tout le temps de la complexité de ton hardware. OK, ouais, fair. Si c'est juste une POC... Il y a des choses qui sont simples. On a des produits qui sont hyper simples à copier, des produits qui sont vraiment plus compliqués. Puis souvent, dans le hardware, tu as une partie software qu'on appelle du firmware. Oh, qui run là. Puis il y a beaucoup de valeur qui est dans ce code-là aussi. Il y a moins... Puis ça va être plus long aussi avant que les IA rentrent là-dedans parce que c'est dépendant de la chip. Puis il y a moins de code, il y a moins de volume de. Puis il faut que tu aies lu bien compris la datasheet, il y a des nuances. Fait que ça, il y a quand même une complexité là. Mais c'est ça. Je pense que c'est plus dur à copier. Je pense aussi que nous, on gère du physique. Fait que moi, je crois que ça nous prend des devices. Je veux dire, si tu restes purement dans le cloud, dans le web, pour gérer de quoi de physique, il te manque de l'info. Tu ne pourras pas créer autant d'intelligence dans l'espace de travail que si tu as vraiment des devices ou des... Je peux essayer d'être le petit diable aussi, petit avocat du petit diable, encore une fois, mettons là-dessus, parce que tantôt tu disais ça, puis je me disais, est-ce que je chip in? Je vais chip in. Mettons, là, tu me dis, yo Frank, si je veux de la bonne intelligence, je dois avoir du hardware dans la place physique que je veux analyser, optimiser, peu importe. OK, fair, je comprends. Mais en même temps, je me dis, me semble, dans les workplaces modernes, il y a déjà une chier de hardware qui génère une chier de données. Mettons ton routeur, c'est quoi l'autre affaire, là? En tout cas. Ouais. Oui. Ton routeur, le modem. Tes badges d'accès. Tes badges d'accès. C'est pas quoi d'autre, là. Mais genre, tu pourrais pas faire l'argument que juste en capturant ça puis en l'extrapolant, genre, tu pourrais avoir 80% des liens. Je sais pas. Tu sais, de la compétition, ils viennent s'intégrer dans d'autres hardware existants. Ouais. Le problème avec ça, puis tu sais, je te donne un exemple. On a eu un gros client, un de nos plus gros deals. À la fin, quand on l'a closé, on leur a demandé pourquoi vous êtes allé avec nous. Puis ils nous ont expliqué que la raison, c'est que toutes les autres offraient des hardware qu'il fallait que ce soit eux qui s'occupent d'intégrer tout ça ensemble. Ça amenait une complexité. Non, un peu le Apple, tu sais, tes AirPods, là, tes pognes, tes mets dans tes oreilles, ça marche direct. Ouais. Mais là, tu pognes un autre, là, c'est de la merde. Ça fait en sorte que tout ton écosystème fonctionne, c'est seamless. Puis, une chose qu'on a réussi à faire aussi, c'est qu'on réduit vraiment le coût de la donnée à aller chercher. Nos capteurs sont vraiment pas chers par rapport. Ça coûte même plus cher à aller rajouter des passerelles pour aller chercher avec le routeur, des affaires de même. Okay. On vient aussi au niveau du coût, comme c'est nous qui le fait. Il y a un qui se prend une marge. Fait que tu finis que ton hardware coûte 10 fois plus cher que ce qui. Okay. Fait que il y a ça. Mais il y a plusieurs autres choses, mais ouais. Moi je crois vraiment à cette partie-là. Ben, à date, ta croyance a payé, man. Celle-là, tu me dis si t'as l'impression qu'on a déjà répondu, mais j'aime ça parler un peu des moments plus tough, là. Deepest, darkest, pit of despair. Genre, non, mais si t'as eu une passe tough personnelle ou psychologique en tant que founder que tu veux partager, si t'as l'impression de l'avoir déjà fait, que ce soit avec le pivot ou genre stepping, comme PO, avec Nexap, tout. Ouais, ben ça, c'était challengeant, je dirais, ce que j'ai déjà parlé professionnellement, dans le sens où, écoute, j'ai jamais fait ça, c'est pas ça, mais faut que quelque chose change, puis tu prends la décision, puis tu le fais, que ce soit le pivot ou tous ces trucs-là. Un bout qui était vraiment tough, c'est au début de 2020, à l'automne 2020. Fait que, je sais pas si vous vous souvenez, le mars 2020, COVID. Après ça, oui, on s'en souvient. Tout le monde s'en souvient, mais après l'été, on était ressortis. Oui. Puis ça avait la deuxième vague. Oui, OK. Moi, la deuxième vague, là, je vivais dans un 3,5 tout seul. Oh boy.
on avait besoin de la RSCDE puis toutes ces affaires-là pour payer nos employés. On avait plus une scène dans le compte de banque. Fait que là, on injectait tout de l'argent, mais on n'a pas d'argent. Fait qu'on prenait de l'argent sur nos marges de crédit personnelles. Puis on injectait ça. J'étais pris dans mon appart tout seul. Je pouvais pas sortir. Endetté. Puis c'est ça, pour payer les employés. Ça a été une période... Moi, l'anxiété, je connaissais pas ça avant. C'était comme, c'est les autres qui font ça. moi je suis pas stressé. La vie est belle. J'étais un optimiste. J'étais tout le temps un optimiste. Puis là, je me suis mis à faire de l'anxiété, des crises de panique, puis tout ça. Puis ça a été quand même un bout de rough. Puis là, j'étais allé consulter. Nice. Ça a pas fonctionné. Tu sais, je pense qu'il y a un fit aussi avec un psy. Une année, il faut que t'ailles que là, ça n'a pas fonctionné. Puis quand on est revenu à l'hiver, moi, j'ai dit au gars, moi, c'est une question de vie ou de mort. Là, on retourne au bureau, j'ai besoin de voir du monde. Moi, je suis une bébite sociale. Il faut que je rencontre du monde. Okay. Puis si on fait pas ça, moi, je serais juste plus capable de travailler. Là, genre. Fait qu'on on fuck les règles, on a continué à aller au bureau, les 4 ensemble avec les employés, puis moi, ça m'a comme ordonné un peu l'énergie que j'avais besoin. On s'est tout ça m'a sorti mon trou. Ouais, on s'est tout toussé en face. Tout eu la COVID. Non, mais je feel ce que tu dis, puis je suis content qu'il y ait du monde aussi qui speak up. Puis je devrais juste faire une petite parenthèse de thérapeute de quartier, là, si je peux me permettre. Mais genre, tu sais, man, quand on commence à consulter, là, juste ça prend des couilles, puis comme tu prends un petit leap of faith de genre, hey, je vais aller me mettre genre vulnérable en avant de quelqu'un que je connais pas pantoute, puis je vais déjà pas bien. Fait que quand c'est pas un fit, ça peut être crissement décourageant. Man. Fait que le conseil que je donne au monde, mettons, là, c'est, j'appelle ça le 3x3, là. Puis c'est pour trouver l'alliance thérapeutique, le fit thérapeutique, c'est genre, donne minimum 3 rencontres à minimum 3 thérapeutes avant d'abandonner la thérapie. Si tu penses que ça va te coûter trop cher, appelle-moi, moi te le payer. T'sais. Genre, c'est ça que je dis parce que je suis comme, c'est normal. Ouais, man, dude. Si tu trouves une bonne personne qui peut te permettre de juste open up, te comprendre plus, grandir, c'est un unlock, c'est de l'hygiène mentale, man. Genre, c'est comme aller au gym pour ta tête, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est le conseil que je donne au monde. Fait que là, juste, ça m'a comme trop fait flasher là-dessus quand t'as dit, Chris, j'ai pas eu un bon fit, pis c'était tough. Mais je pense que t'as fait le bon move de calculer un autre risque pis dire, ben man, le risque de se revoir en vrai, là, genre, sinon, c'est genre, j'abandonne tout. Ben, c'est ça. Ouais. Très intéressant, d'autres. Merci pour le share, dude. Ça fait plaisir. Vite, on va y passer vite, celle-là. C'est plus comme tactique par rapport à ta business, mais ton pricing model, ça ressemble à quoi, mettons? Ouais. Nous, on a un pricing model hybride, je dirais. Fait qu'on a comme des plans, des tiers. Ouais. Puis après, tu payes pour chacun des modules. Ouais. Avec add-ons. Ouais, c'est genre des nous, on appelle ça on a des modules puis on a des add-ons aussi. Ah, OK. Fait que il est assez complexe, là. C'est assez compliqué. Mais grosso modo, ton plan, ce qui te détermine, c'est comme le nombre de users que tu peux avoir, ton type de connexion. Mettons, c'est une connexion SSO, tu connais intégré. Okay, t'as tout ce que t'as besoin au niveau de sécurité, toutes ces affaires-là. Fait que c'est comme ton tier. Puis après, on a un module pour la réservation, on a un module pour les services, on a un module pour la sécurité, on a un module pour les visiteurs. Fait que là, tu viens, tu payes par qu'est-ce que tu consommes, dans le fond. Got it. Fait que t'as comme, vite de même, 3 grosses variables qui peuvent faire shifter le prix? Ben, dans le fond, peut-être. on est rendu à 6-7 modules. Fait que chaque module a son propre pricing, sa propre unit. Là. Il y en a que c'est, mettons, le module de réservation, c'est le nombre de bureaux réservables. Après ça, le module de visiteurs, c'est le nombre de kiosques d'entrée, de points d'entrée que t'as. Le nombre de, mettons, santé-sécurité, c'est le nombre de secouristes que t'as ou de personnes à mobilité réduite, des trucs en même. La quantité d'affaires, même, de besoins que vous réglez avec la plateforme. Puis ça, c'est aussi notre vision, c'est de converger tout ça dans une même plateforme. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont plein d'outils. Un outil pour gérer les visiteurs, un outil pour les services. Nous, c'est une plateforme. Tout est géré. Puis le cœur de notre plateforme, c'est un plan. Tout, c'est pas des tableaux, tout se gère sur un plan. Tu as un plan interactif, fait qu'on refait une reconstruction numérique de ton espace de travail, puis tout se fait là-dessus. Fait que là, tu veux modifier un bureau, tu cliques sur le bureau, tu modifies ces trucs. Tu veux voir la donnée d'un capteur, tu cliques dessus, tu vois tout est basé sur un plan. C'est très cool. Interactif. T'as mentionné sécurité d'autres, puis ça m'a comme fait flasher. Genre dans un Québécois de ce monde ou un whatever, là, un assureur, un gros bureau qui a genre des milliers et des milliers de users qui sont tous connectés, puis que ça passe de la donnée sur qui était là, à quel moment, méga important la sécurité. Ouais. Fait que, avez-vous genre un flow, une cadence de, je sais pas, là, tu sais, moi récemment j'ai fait un peu de collabo avec Yak, là, qui font genre
cybersécurité offensive, des Red Team qui essaient de pénétrer tes affaires, tout ça. Ouais. Il y a Émile Fugulin qui est venu sur le pod avec Kaido qui donne un toolkit pour les hackers, pour des web apps. Je sais pas si ça s'applique hardware aussi, mais fait que comment vous assurez que c'est secure, mettons? Ouais, puis oui, ça s'applique hardware aussi. Okay. Fait que nous, dans le fond, on est allé chercher notre certification ISO 27001, qui est comme un équivalent SOC 2. Okay. Là, on travaille sur SOC 2. Fait qu'on fait des pentests à tous les ans. Pentest software, pentest hardware. Fait qu'il y a des hackers qui essaient de rentrer sur nos hardware, voir s'ils sont capables de rentrer sur les réseaux, ces trucs-là. Ils vont-tu genre on-premise chez vos clients essayer de... On va pas chez nos clients, là, mais dans le fond, tu sais, il y a comme 3 types de hackers. T'as comme les black box, gray box puis white box. Fait que black box, ils ont pas le code de nos hardware. Okay. Fait que là, eux, ils essayent juste de le rentrer. Un gray box, on leur donne le code source. Fait qu'ils sont capables d'un peu plus comprendre ce qui se passe. Puis white box, non seulement on leur donne le code source, mais aussi tout le routing. Fait qu'ils ont tout qu'ils veulent. Wow, OK. Fait que, tu sais, est-ce qu'ils sont capables de la hacker en black box, en gray box? C'est bien sick, puis après ça, on fait la même chose pour notre plateforme, tout ça. Puis après ça, on a plein de processus pour être ISO, SOC 2, tout ça. Puis, mais c'est beaucoup. Ça a été quelque chose qui était long au début parce qu'on se faisait dire non. Parce que êtes-vous SOC 2, êtes-vous ISO? Puis les compagnies étaient comme nous, on rentre rien. C'est un must. Puis ça... Parce que, tu sais, on est rendu quand même à une vingtaine d'entreprises de 1000 employés et plus. Ouais, c'est du monde. Fait que ces entreprises-là, eux, oublient ça. Là. Faut que tu ta sécurité. Fait qu'en plus, on a des questionnaires à remplir de sécurité et tout ça. Fait que, c'est quoi le lower bound, la limite inférieure, pour la petitesse d'un client? Genre, c'est quoi le plus petit client que tu peux faire rentrer? En bas de 100 employés, là, ça commence à être petit pour nous. Là. Ouais, OK, c'est bon. Puis t'as un upper bound? Limite. Le plus gros qu'on a en ce moment, ils sont 15 000. OK. Puis si, mettons, t'en avais un à 100 000. On peut le prendre. Easy. Ton sales cycle, il dure combien de temps à peu près? Ça dépend vraiment du channel. Ouais. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Inbound, outbound. C'est vraiment différent. Puis après, de la taille aussi de l'entreprise. Ouais. Fait que outbound, c'est quand même plus long. On parle plus d'un genre 6 à 12 mois. À partir du moment que le lead est identifié, mettons, ou genre le prospect est mis dans un CRM? À partir du moment qu'il y a une démo de bouquet. À partir du moment qu'il y a une démo de bouquet, outbound, combien de temps? 6 à 12 mois. OK. Puis quand c'était plus inbound, plus chaud déjà? 2-3 mois. OK, Chris, parce que la différence, c'est qu'il y en a un, il cherche. Il a besoin d'un tool là. Ouais. L'autre, il sait même pas que ça existe. Fait que là, on vient de l'éduquer sur. Ouais. Là, il est OK. Fait que là, il part un projet à l'interne. Là, des fois, dans les grosses compagnies, là, ils font faire une grosse analyse de tout ce qui existe sur le marché. Non. Fait que ça allonge quand même le. Mais 2-3 mois, c'est vraiment pas long. I mean, Chris, si nous autres, on était une business de software, pur software, que c'était genre dropper du JS sur ton site web, puis après ça, configurer 2-3 affaires d'un app CRUD, puis c'était 2-3 mois d'activation avec Snipcart, là, tu comprends? Fait que toi, c'est bien plus large puis compliqué que ça. Fait que j'imagine que c'est pas tes plus gros clients qui, genre, close en 2-3 mois. Là. Non, puis inbound, on voit, c'est beaucoup plus du, je dirais, du mid. Fait que du 100 à 500, mettons, là, 100 qui rentre. Puis peux-tu me dire le split grossier de genre sur, mettons, 10 ventes qu'elle a fait, il y en a combien qui sont générés à partir du outbound ou du inbound? On est presque 50-50. Quand même. En termes de clients, en termes d'argent, un peu plus outbound. Parce que si on vise des plus gros, on a des plus gros deals. Ça veut dire que vous investissez dans le marketing quand même. On investit 50% des deux. 50% du budget des deux. Fait que tantôt, je disais 1 million qu'on va mettre. On va mettre 500 000 en inbound, 500 000 en outbound. Puis en marketing, c'est où que tu mets du cash, mettons? Google Ads. Ah ouais, hein? Google Ads. De la performance, carrément. Là. Ouais, Google Ads, SEO. Fait que, il y a une partie du budget, on écrit des blogs, puis on est en train de ranker de plus en plus nos words. Puis sinon, ça, du Google Ads, fait qu'on cible des keywords. Fait que, puis le staff est à l'interne? Dans le fond, Alexandra, ce qu'elle a décidé de faire, c'est au lieu d'engager une personne, elle a décidé d'avoir plein de sous-traitants. Fait qu'elle travaille avec plein de pigistes, un design, un dev pour le site web, mettons un graphiste, quelqu'un pour le SEO. Ben, Sonia, qui est venue sur le pod. Ben oui. On travaille avec Sonia. Ben oui. Ce qui est le paid, puis SEO, c'est Sonia. C'est via, ça se passe qu'elle l'a découvert en plus? Je pense que oui, Alexandra. Oui, c'est exactement ça. Sonia, je vais t'appeler pour ma communauté. Mais non, c'est sick ça, man. Fait que toi, tu y as dit, you go girl, t'as genre un budget,
Puis comment tu as le goût d'avoir tes ressources? Quel genre de ressources tu veux? Tu veux des part-time, mais meilleurs peut-être que des in-house, mais plus juniors ou whatever. Puis elle a comme fait, non, moi, je me fais un satellite de professionnels. Là. Je mets les mots dans ta bouche, je m'excuse. Non, mais c'est pas... Ben, tu sais, c'était une conversation entre toute l'équipe. Puis moi, elle était comme, je veux monter une équipe de pigistes. Puis ça va être ça le budget que j'ai besoin à peu près. Puis on est comme, parfait. Fait que t'as-tu juste, au final, elle qui est la genre de... Ouais. Fait qu'elle, elle gère en ce moment le marketing, mais elle dispatch, là. Puis elle s'assure que tout marche. Puis les ventes, c'est à l'interne, mostly, sûrement. Toutes les ventes. Ton staff est à l'interne. Ouais. Fait qu'on a... sinon, ça, c'est le inbound. Outbound, on a 4 SDR qui font du cold call. Puis après, on a 2 EI qui close. Ouais. Puis on a un account manager qui s'occupe des comptes actifs puis les grossir. Quand même, man, belle équipe. Ouais. C'est hot, man. Puis ça, on avait 2 personnes aux ventes l'année passée, en décembre. Fait que là, ça s'est tout passé. Mais il y a un de tes co-founders, ou du moins le VP vente, justement, qui m'avait écrit puis qui me disait que vous scaliez beaucoup au niveau des ventes. Puis en tout cas, il me semble Alex, ça se peut. Ouais. C'est très cool, dude. Quelle objection qui revient le plus quand vous faites de la vente? Ça dépend vraiment du... type de client. Ouais. Ça dépend aussi, tu sais, c'est quel module qu'ils regardent, c'est vraiment différent, mais il y en a beaucoup que c'est comme, c'est pas une priorité. Souvent, c'est cool, on le voit la valeur, mais c'est beaucoup ça, on se bat là-dessus, je dirais, là, c'est d'accélérer le sales cycle, c'est pas la priorité. C'est comme, on le sait que ça pourrait nous aider, mais là, c'est pas la priorité. Je dirais que c'est un des... Puis les autres sont comme... Il y en a d'autres qui sont... Ça marche avec notre Excel ou notre good enough. On n'a pas besoin. Puis beaucoup dans les plus petits. Quand on rentre dans les plus gros, c'est là qu'ils voient plus qu'on sont gros, plus qu'ils voient la valeur. Là. Fait que, tu sais, même le 100, là, souvent, ils sont comme, c'est good enough. Ouais, je te file. Pourquoi je paierais pour ça? Puis au niveau de ton staff, là, j'ai parlé comme du staff plus commercial, mais mettons engineering, product, t'as 2 grosses composantes, hardware puis software. T'embauches-tu du monde qui connaissent les deux ou ben donc tu splits, tu te fais des embauches plus comme juste software puis juste hardware puis ils se parlent puis ça, là? Ouais, tu peux pas vraiment, c'est 2 compétences différentes. C'est comme tu veux quelqu'un au marketing qui fait marketing finance, c'est 2 affaires différentes. Je comprends. Fait qu'on engage des développeurs ou des gens en plus électronique, mettons, puis on engage des devs, des full stack devs pour tout ce qui est la plateforme. Il me reste genre 4 questions que je veux passer vraiment en mitraille. Okay. Fait que rapide. Je crois que ce sont des questions qui méritent la mitraille. Parfait, allons-y. Une erreur top of mind que t'as faite que tu veux partager au monde? Tu sais, j'en ai fait plein d'erreurs, là, puis souvent, les erreurs, quand on prend une décision puis que ça marche pas, moi, je le vois plus comme un apprentissage qu'une erreur. Puis les vraies erreurs que j'ai faites, je trouve, c'est des décisions qu'on n'a pas prises. On a attendu trop longtemps. On aurait dû le faire 1 an plus tôt. Puis souvent, l'inaction, c'est comme la plus grosse erreur parce qu'au moins, quand tu prends une décision, t'apprends de quoi. 100%. Puis après, tu peux l'éliminer et dire, OK, ça marche pas. Ma mère qui vient de l'Abitibi te dirait « Amen, mon homme ». Pareil comme ça. Elle prend des décisions, même si c'est pas une bonne décision parfaite. Elle apprend à move on. Let's go. On reste pas dans le... Je m'attendrais bien avec ta mère. Il a envoyé juste ce bout-là. C'est qui le beau jeune homme? All right. Moving on. Où tu vois la compagnie ou le produit dans 5 ans? Dans 5 ans? Ouais. Tu sais, nous, comme il y a des phases de croissance, là, la 0 à 1 million d'AR, nous, c'était beaucoup de comprendre le marché des esports. C'est qui les joueurs, c'est quoi les pains, puis tout ça. Ça, c'est fait. Là, on est dans notre 1 à 10. Fait que dans le 1 à 10, ce qu'on va faire, c'est définir cette nouvelle catégorie-là. Nice. Fait que devenir le leader, c'est ce précurseur-là, un peu comme HubSpot ont fait avec le inbound marketing, on veut faire ça, mais dans le workplace. Fait qu'on veut définir, fait que ça, c'est notre 1 à 10. Après notre 10 à 100, on veut rentrer dans les produits mainstream des workplaces. Fait que tout le network, tout l'audiovisuel, puis toute la sécurité physique. Fait que badge. Fait qu'on veut aller s'attaquer à des Crestron de ce monde-là. C'est quoi ça? Crestron, c'est, je dirais, le plus gros joueur en ce moment dans tout ce qui est audiovisuel, dans les smart office puis tout ça. Là. C'est une compagnie de Boston.
OK. Fait que genre 3 milliards de chiffre d'affaires. Easy. Mais ils n'innovent pas, tu sais, c'est des produits, puis il y a une place, là. Puis après ça, ben dans le network, il y a de la même chose, il y a des Cisco, ils ont des solutions, puis tout ça, avec Meraki, là, qui est comme leur plateforme pour gérer ça, mais tu regardes le UX, c'est dégueu, fait que, tu sais, dans le 10 à 100, on veut aller challenger ces catégories-là, puis dans le 100 à 1 milliard, on veut diversifier les lignes d'affaires. Fait que là, on est beaucoup dans le office, mais après, c'est tout ce qui est restaurant, retail, large public spaces. Fait que, mettons, des conference centers, des stadiums, des malls, des centres commerciaux. Fait que vraiment, créer... Elia, on l'a rendu vraiment flexible. Tu sais, les modules, tu peux les désactiver, pas les avoir. Fait que on va pouvoir l'adapter à d'autres lignes d'affaires. Fait que dans 5 ans, j'aimerais qu'on ait fini notre phase 2, puis qu'on soit rendu dans la phase 3, là, à 4 parts là-dedans. Peut-être dans le milieu de la phase 3. Là. En chemin vers le milliard, mon vieux, man. C'est fucking... Ben, pas le choix, hein? Ben oui. T'as pris du VC aussi. Exact, c'est ça. Faut que ça vaille de quoi. Ouais. Puis c'est ambitieux, puis c'est le fun, man. Ouais, man. Nous, on veut pas, un exit rapide, là. On veut bâtir une grosse, belle business québécoise, puis qu'on soit fiers dans 10 ans que, Tu reviennes sur le pod. Avec un peu de cheveux, un peu plus gris. Mes petits cheveux blancs. C'est ce que j'ai appris. Dude, man, j'ai une question par rapport au livre et ou mentor. Si t'as quelque chose y a-t-il quelque chose qui t'a influencé dans ton journey spécifiquement? Que ce soit un livre, une émission, un mentor, une personne, une conférence, un podcast québécois, un peu indie, franglais peut-être? Ouais. Ben, ce que je veux dire, peut-être un peu controversé, là, mais moi, je suis un big fan d'Elon Musk, là. Ah ouais? OK. Ouais. Tu sais, il y a ses opinions politiques, ses affaires, mais point de vue ingénierie, ce qu'il a amené, là, tu sais, lui, il a fait du software avant de faire du hardware, il a fait l'inverse de nous. Ouais. Puis il a amené des principes soft dans le hardware, puis il a réussi à amener des mentalités puis une façon de réfléchir à comment qu'on développe du hard. Ça m'inspire, puis c'est des trucs que j'essaie d'amener un peu chez nous. Tu sais, toute cette boucle de rétroaction-là, la faire, il le fait, lui, mais avec des fusées qui valent 100 millions chaque, là, tu sais. Il pense comme du software, mais dans des... Ouais. Fait que sa façon de réfléchir à des problèmes, puis ça, j'ai lu ces 2 livres, puis c'est chose que j'essaie d'amener chez nous. Alors, penser en principe premier, là, il parle souvent de ça, puis toutes ces affaires-là, c'est... fait que, très cool. Puis il voit grand, puis il n'a pas peur de prendre des risques, puis je pense c'est ça. Je pense que c'est une figure très controversée, mais je pense que ce n'est pas controversé de l'admirer comme ingénieur et comme entrepreneur. Ouais, exact. Mettons, là. Y a-tu un SaaS que tu utilises à l'interne ces temps-ci qui t'amène du bonheur? On va faire un petit shout-out à Vasco, dans le fond. Let's go. On a planté ça... Dans le fond, nous, on a closé la ronde en septembre. De septembre à décembre, ça a été restructuré nos ventes. On a migré sur HubSpot. Avant, on était sur Zoho, CRM. Ouais. Ça allait vraiment mal. Fait que là, on est tout rendu sur HubSpot. Puis on a intégré Vasco puis tout ça. Puis, tantôt, je disais, ça me prenait pas de temps à faire mes reporting, mais c'est un peu à cause de ça. On a vraiment tout bien setupé Vasco. Fait que j'ai tous mes dashboards. Ça a l'air de faire des trucs qu'on serait pas capable de faire dans HubSpot. Toute l'analyse de cohorte, tous ces trucs-là. Puis, à tous les matins, à 8 heures, j'ai hâte que 8 heures arrive pour revoir ma daily, mon email qui montre combien on a fait de lead hier, de MQL, de SQL, de vente. C'est mon premier email que je veux voir. Fait que j'aime bien. Ouais, c'est cool. Bel engagement, bel testimonial. Merci, man. Ouais. On est fini, man. Il reste juste les shameless plugs. Fait que si tu veux embaucher du monde, lever du cash, vendre Elia, c'est le temps, man. Ouais, ben, on est en train un nouveau channel de vente qu'on veut vraiment se lancer dedans, c'est tout ce qui est revendeur, référenceur. Là. Fait qu'on a déjà des partenaires qui revendent notre plateforme. Là, on veut comme vraiment structurer ça, mettre ça en place, puis ouvrir d'autres partenaires, là, dans le fond. Okay. Fait qu'on va chercher quelqu'un que ça va être sa job de gérer tout le partner motion chez nous. Donc, on va ouvrir un poste là, en août. Là. Donc, c'est quoi le site web? Elia.io. Elia.io. Ouais. Puis il y a une section carrière ou emploi, quelque chose de même.
Même pas, ça serait... Il va en avoir une. On va en avoir une, ouais, c'est ça. Habituellement, on pose sur LinkedIn, là. C'est pas mal, là. Mais ouais. Si le monde a des questions sur ton histoire, sur ton parcours, sur ta vision, LinkedIn, je pense. Anthony Blais sur LinkedIn, c'est correct? Ouais, exact. Dude, j'ai eu crissement du fun, man. Puis c'est une histoire insane. Puis j'espère que vous en allez en être un gros rocket ship québécois. Puis je suis votre cheerleader. Thanks. Merci, man. Yes, salut. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus qu'il y a 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face en théorie. Puis sinon, il y a dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive, c'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir, puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out à Apollo 13, partenaire produit Ça se passe. C'est un studio no-code, low-code spécialisé en MVP qui look good puis qui scale pas pire pantoute. Basically, ils bâtissent des killer MVPs rapidement puis à moindre coût avec des outils qui sont très user-friendly. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur associé et directeur, M. Olivier Rousseau. OK, de retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez Ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Léviat Légal, des avocats qui sont tech et founder-friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!